Donc Clémence, Hugo, vous avez fait le bon choix de venir nous voir cet après-midi. Alors je veux remercier André et Chloé de leur présence. Merci de venir nous partager une pensée, une compétence, d'accepter cette invitation avec vos quotidiens et vos impératifs. En fait, cette présence, c'est déjà énorme, quoi. Et en tant que président du Ferro, je vous en suis vraiment reconnaissant. Alors, je remercie aussi Vincent qui va arriver d'ici quelques temps, qui vient du Maroc, en fait. Donc, il vient spécialement pour cet après-midi, donc c'est vraiment top. Alors, une petite présentation quand même de l'association Ferro. Le sigle déjà, on peut le voir derrière, c'est Fédérer, Enseigner, Rechercher en Ostéopathie. C'est une association qui est solidaire, qui a but non lucratif. C'est grâce aux actions d'ostéopathes diplômés, bénévoles, que nous intervenons dans les EHPAD, mais aussi au CHU pour le personnel soignant. Donc c'est infirmiers, aides-soignants, médecins. Aujourd'hui, il y a à peu près, on est à peu près à une dizaine, 10-12 ostéopathes qui interviennent chaque mois dans foyers, CHU et EHPAD. Donc c'est super. Donc cette opportunité d'être dans le soin de ces personnes, elle est majeure pour leur parcours de vie, mais aussi pour l'élévation de nos sens et de notre compréhension de l'humain. Donc rejoignez-nous car c'est aussi un moyen de se former. Et le Ferro, en parallèle, organise des événements comme celui-ci où nous échangeons sur des thèmes et des compétences, mais également sur les mouvements sociétaux qui nous passionnent et qui sont au cœur de nos métiers. L'anatomie évolue moins vite que nos mœurs. Donc, notre profession évolue en France à vitesse grand V. Dans cette adaptation aux besoins, beaucoup d'entre nous trouvent en la spécialité une condition de pratiquer leur envie, mais aussi d'assurer leur statut. Pouvons-nous concilier les principes historiquement diffusés avec ce besoin émergent ? André Alain, je te remercie, a eu cœur de venir nous témoigner sa pensée, d'échanger avec nous sur cette question. Et dans la continuité de cette réflexion, après la pause, nous découvrirons avec Chloé Chancelier, qui est la preuve vivante de cette union entre principes et intérêts particuliers. Elle vient nous partager des clés majeures sur le thème de la petite enfance. Installez-vous bien, écoutez, échangez, au besoin ou par nécessité. Et je laisse la parole à André pour cette première séquence. Alors le plus dur, c'est toujours de commencer. On ne sait jamais par où commencer. Alors pour commencer, je voulais vous lire une lettre. Je ne vous dis pas qui c'est, je vous le dirai après. La lettre, c'est « Qu'est-ce qu'un thérapeute, si ce n'est quelqu'un qui aime la beauté ? La beauté du corps qui s'appelle la santé, en prendre soin. La beauté de l'esprit qui s'appelle la clarté, en prendre soin. La beauté du cœur qui s'appelle l'amour, en prendre soin. Il y a aussi la beauté de la source, par une soif sans cesse renouvelée, en prendre soin. Sans oublier la beauté d'être ensemble, qui pourrait s'appeler le bonheur ou la joie, en prendre soin. Proches ou lointains, nous ne sommes pas séparés. Le visible et l'invisible beauté demeurent entre nous et en nous. Alors c'est une lettre c'est une lettre de quelqu'un que je connais, qui s'appelle Jean-Yves Leloup. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Yves Leloup. C'est quelqu'un qui a 75 ans, 74 ans, 75 ans, et qui, comme tous les gens de cette génération, était parti vers l'Orient, vers la lumière. Et une fois, il était à Istanbul et il avait dû prendre des trucs pas très clairs, et ils l'ont ramassé comme mort dans la rue. Et il n'avait pas de papier sur lui, il n'avait rien, etc. Et donc, ils l'ont mis à la morgue. Et puis, il est resté à la morgue une journée. Et puis, à la fin, après, ils ont dit, on ne sait pas qui c'est, ça, c'est un Européen. En plus, bon, c'est compliqué. Bon, il y en avait beaucoup qui étaient dans des états comme ça.
Et ils ont dit, bon, de toute façon, on va le mettre dans un cercueil, et puis après, il ira au cimetière, etc. Et là, il y a un gars qui dit, mais putain, il est vivant, celui-là, et tout. Bon. Et de là, Jean-Yves Leloup a ressuscité. Et il a donné un autre sens à sa vie, et il est devenu frère Jean. Frère Jean, c'est-à-dire qu'il est devenu prêtre orthodoxe. Et j'ai eu la joie de le rencontrer. Donc Jean-Yves Leloup est quelqu'un que, si vous avez l'occasion, vous pouvez lire ses livres. Et éventuellement, il a créé ce qu'il appelle le Collège international des thérapeutes, selon la pensée de Philon d'Alexandrie. Et la devise, c'est « prendre soin de l'être ». D'accord ? Voilà. Et donc, il organise des séminaires, etc. Et tout. J'avais été à un séminaire avec des amis, des ostéopathes, qui s'appelait l'Assise du thérapeute. Et donc là, on avait beaucoup appris avec lui. Voilà. Et donc Jean-Yves Leloup est un fou de travail. Il parle l'hébreu ancien, il traduit, il parle le grec ancien, il parle le latin, etc. Et c'est un type extraordinaire. Ça, je vous conseille de lire. Il a écrit plein de livres. Plein de livres. Ça, je vous conseille d'en lire, d'aller sur son site, vous tapez Jean-Yves Leloup et vous allez trouver tout un tas de choses. Et si vous pouvez le rencontrer, en plus, c'est un type qui est d'une gentillesse, d'une présence absolue. J'ai rarement rencontré des gens comme ça dans ma vie, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un vraiment extraordinaire. Et donc là, la lettre aussi, ce qu'il a envoyé, il avait envoyé cette lettre-là pour une rencontre annuelle du collège où il n'a pas pu aller, etc., parce qu'il est toujours en train de courir dans le monde, etc. Donc voilà. Donc je voulais partir un petit peu de là, je veux dire, parce que là, pour moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours des gens qui ont mêlé la philosophie, la spiritualité, et pour qui les techniques, etc., tout ça n'était pas important. J'ai fait un collège qui s'appelait Atman, et le directeur c'était Bozetto, Marc Bozetto. C'était vraiment un super ostéopathe. Et lui, il disait que le plus important, c'est la philosophie. Et tous les profs et tout ça ne nous parlaient que de ça, quoi. Je veux dire, la première année, on ne parlait que de philosophie. Et ça, c'était vraiment philosophie. Voilà, et très peu de techniques. Voilà. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et je crois que le plus important, c'est de comprendre qu'en réalité, avant d'être des ostéopathes, qui est déjà une spécialisation, c'est une spécialisation de la thérapie. Avant tout, on est des thérapeutes. Et, comme le dit Jean-Yves Leloup, et avant lui, Philon d'Alexandrie, on doit prendre soin de l'être. D'accord ? Voilà. Donc, et nous, en ostéopathie, et Steele le disait aussi. Steele disait ça. Après, on reviendra là-dessus, j'imagine, mais je vais dire, tout ce qu'on fait actuellement en ostéopathie est contenu dans la pensée de Steele. Dans la pensée de Steele. Après, il y a des gens, après Steele, il y a eu des évolutions qu'on appelle, ce que la Becerra appelle les solidistes et les fluidiques. Hein. Et bon, les solidistes, c'est Martin Lisole-John. Et après, les fluidiques, c'était plutôt Sutherland, qui ont vécu ensemble, là, au début, enfin, qui étaient contemporains au début du XXe siècle. Hein. Mais ce sont deux pensées qui se sont séparées, mais qui en réalité, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'elles étaient unies en style. C'est pour ça qu'il faut, quelque part, relire la pensée de Steele, relire ce qu'il écrivait. Alors parfois, s'il écrivait ça avec un langage du 19e siècle, bon, parfois c'est un peu compliqué à comprendre, bon, il y a des traductions, etc. Mais il faut comprendre ça, c'est que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, était au départ uni en une seule pensée. Ça c'est important. Il y a une seule pensée, et après c'est parti comme ça. Après, les gens qui vont dire « Ah ben oui, mais moi je fais que du structurel, que je fais que du fluidique, que du truc, etc. » Bon, voilà. Je crois que l'intérêt, aussi, quand on a fait le tour, si on me demandait aujourd'hui, moi, ce que je fais du structurel fluidique, quoi, je veux dire. Puis voilà, parce que
quand on a fait le tour, automatiquement, on revient à la pensée de style. Et d'après ce que je peux en savoir, il y a quand même un problème actuellement dans les écoles, c'est de ne pas plus faire de philosophie, quoi, je veux dire. Hein. Je pense qu'il y a ça. Je pense que, enfin, peut-être vous allez me le dire, mais c'est vraiment important. Et il y avait un des profs, après on va parler, on va échanger plus, mais il y avait un prof à Altman qui s'appelait Frank Gilly, qui était un type extraordinaire aussi, qui avait une sensibilité, lui il avait développé une sensibilité plus que fluidique, même énergétique, quoi. Il rentrait dans une pièce, il y avait des gens, on était en train de travailler, hein, ça. Lui, c'est son astragale qu'il faut voir. Ça. Et c'était vrai. Et c'était pas pour fumer, quoi. C'était ça. Il fait une voir, il dit, ça c'est l'astragale, va voir l'astragale. Ouais, bon, ok. Et c'était ça, et ça débloquait le reste. Bon, c'est des trucs. Et Frangilly disait, lui, la première année d'une école, on doit apprendre que de la philosophie. Faire que de la philosophie. Comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est, et d'où on vient, etc. La deuxième année, on apprend l'anatomie, on fait que l'anatomie. La troisième année, on prend ses livres sous le bras et on va faire du compagnonnage. On va voir tous les ostéopathes. Et on demande à pouvoir travailler avec eux. Et au bout d'un moment, d'un certain temps, eh bien, ils décident si on peut dérouler le tapis rouge devant vous. Voilà, c'est ça. C'était son idée, et effectivement, il recevait beaucoup de gens, beaucoup de jeunes étudiants chez lui. Voilà, donc c'était ça, c'est ça l'idée de base. Peut-être que je voudrais, si vous avez des expériences comme ça par rapport à votre, à vos études, voilà. Moi, j'ai eu cette chance-là d'apprendre la philosophie des gens qui étaient vraiment imprégnés de ça, quoi. Je ne sais pas si vous avez ça, si vous avez des gens Les collèges actuels ostéopathiques tendent vers plus de technicité et de evidence-based medicine, avec plus de reconnaissance médicale, et oublient parfois et mettent un peu de côté, c'est la philosophie, parce que c'est un art, mais ça mêle à la fois de la science et de la philosophie. On voit des courants aussi de pensée dans les écoles aussi. Il y a certaines écoles qui mettent en avant une philosophie, je ne sais pas si... Hugo, toi, tu étais à Altman ? Moi j'étais à Aix. Aix-en-Provence. Oui. Moi j'ai eu beaucoup de philosophie quand même. Est-ce que tu as connu Christian de France de Tersan ? Non, il était parti. Il était déjà parti, Qui est-ce qu'il y avait ? Alors moi, le directeur des matières ostéopathiques, c'était Maurice Maggio. Ah et j'avais en directeur, sinon j'avais François Laurent et Auberville, Alain Auberville. Oui, non, mais voilà, alors là je veux dire, là c'est un bon collège, je veux dire, c'est des gens qui effectivement ont tout ce bagage de philosophie, je veux dire, hein. Maggio, Laurent, etc., Auberville, etc. Avant, il y avait Christian de France. Bon, c'est des gens, quand on les rencontrait, voilà, quoi. En général, Christian de France, c'est un ami, je veux dire, quand on parle de philosophie, on ne parle pas de technique, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, quoi, je veux dire. Chacun fait la technique qui est bonne pour la personne au moment, et puis voilà, bon, je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à apprendre, quoi, hein, je veux dire. Ce qu'il y a de plus dur à apprendre, c'est effectivement de comprendre ça, de comprendre d'où on vient, etc., quoi. Et effectivement, bon, il y a des écoles, il y a encore quelques écoles. Une à Paris, je crois que c'est celle où il y a, comment il s'appelle, il y a Guillaume, qui s'appelle le collège européen, je crois. Oui, c'est ça, le CESO. Hein, le CESO. Le collège européen, et quoi, ils sont de philosophie quand même. Ils avaient, enfin moi j'en ai connu qui étaient profs là-dedans et qui s'étaient mis d'accord pour parler beaucoup de philosophie avant d'apprendre des techniques, quoi, je veux dire. Donc pour toi, chaque personne a sa spécialité entre guillemets dans la technicité. Et puis, par contre, les principes, on doit revenir à une globalité dans les principes historiques. C'est pas une spécialité, c'est une adaptabilité. C'est-à-dire qu'on est capable, par exemple, on doit être capable, on doit avoir étudié comment faire du structurel, comment faire du fluidique,
comment faire, bon après l'énergétique, bon, c'est autre chose, etc. Mais enfin, bon, tout ça c'est la même chose. Et tout ça était dans la pensée de Steele, et tout ça est aussi dans notre corps. Parce que notre corps vit comme ça. Et fluctue. Aussi, notre corps, notre outil de travail évolue aussi. Non, mais ton corps, tu as à la fois un côté structurel, tu as à la fois un côté fluidique pour ta vie à toi. La vie de ton corps, ton corps vit avec ça. Tu vois ? C'est pas des. Je vais dire, tu as des os, tu as des vertèbres, tu as des disques intervertébraux, tu as des choses comme ça. Tu as ça, tu as des liquides céphalorachidien qui circulent, etc. Tu as tout ça. Mais il change au cours de la vie. Notre référentiel de thérapeute. Oui, non, mais moi je parle. Mais par contre, c'est des bases universelles. Je parle de la vie du patient. Je parle de ce que c'est que la vie du patient. La vie du patient. Parce que Steele était parti de là, il comprenait ce qu'il avait. Il comprenait ce qu'il avait, parce qu'il avait un très haut niveau de spiritualité. Perception. Et de concept. Plus que de perception. Steele, bon, je ne sais pas si peut-être que vous ne connaissez pas bien, mais Steele vivait sur la frontière. Hein, c'était un homme de la frontière. Et quand il est à l'école, il voyait des pumas, il voyait des serpents, il voyait tout comme ça. Enfin, voilà. Donc c'est des choses qu'on peut pas imaginer. Et il y avait des Indiens, ils avaient des relations avec les Indiens, et notamment la spiritualité des Indiens, etc. Enfin, bon. Donc c'était ça. Donc ils avaient quelque chose une relation plus directe au vivant. Voilà, pour dire plus simplement, c'est une relation au vivant. Et dans le vivant, il y a du structurel, il y a du fonctionnel, il y a du fluidique, il y a tout ce qu'on veut, quoi, je veux dire. On vit avec ça, avec tout ça, heureusement. Je veux dire, par exemple, si tu as une vertèbre qui est complètement en lésion, ben, tu ne vas pas être bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est structurel. Après, tu peux avoir une mauvaise circulation de la bile, par exemple, tu ne vas pas être bien non plus. Bon, voilà. Au niveau du liquide céphalorachidien, ça peut être pareil. Il va mal circuler, bon, on ne va pas être bien. Voilà. Tout est lié. C'est après, on a découpé en morceaux, parce que, effectivement, c'est très difficile d'avoir une vision holistique. Hein, c'est un mot, c'est à la mode, c'est dur d'avoir une vision holistique. On ne peut pas apprendre, on peut pas apprendre tout d'un coup, c'est pas possible. Et notamment, c'est ce que disait Abbé Serra, déjà en 1985 ou 1986, il disait ça, Abbé Serra, il disait, en réalité, ce qu'il faudrait, c'est faire, pendant une semaine, on fait un apprentissage structurel, d'une vision structurelle. La semaine d'après, on fait une vision fluidique, après une vision, etc. Donc c'est ça, une vision de fascia, une vision, etc. Pour que tout se mêle petit à petit. Or, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait trop longtemps du structurel, ou trop longtemps des fascias, ou trop longtemps ça. Donc après, il y a des gens qui ne peuvent pas passer de l'un à l'autre, qui n'arrivent pas à amalgamer et à synthétiser le tout. C'est ça le problème de fond. Il y a des gens qui sont des fasciothérapeutes, par exemple. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, on voit ça maintenant. Moi, j'ai des gens qui me disent, je ne sais pas quoi, je vais voir une fasciothérapeute. Bon, très bien, bon. Et il y a plein, c'est de plus en plus découpé. Il y a des gens qui sont hyper spécialisés là-dedans. Bon. Il y a quand même une tendance... Mais ce n'est plus l'ostéopathie. Ouais, mais il y a une tendance, je trouve, au niveau des patients, quand même, de dire, est-ce que vous faites craquer? Alors déjà, les gens disent, est-ce que vous faites craquer? Ça, c'est une chose. C'est une question récurrente. Oui, c'est vrai, c'est une question que les gens disent beaucoup. Mais personnellement, j'étais à Maidstone aussi quelques fois, 3 fois, je crois. À l'école, il y a Maidstone, c'était une école anglaise. Et à Maidstone, ils font beaucoup de structurel. Et j'ai vu des vieux Anglais, des vieux profs qui faisaient du structurel. Et la séance, ça se passait pendant 20-25 minutes. Ils étaient là, tac, 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 ils regardaient tout ça, mais structurellement, ils regardaient tout le corps.
Il y avait une routine, il était à toute vitesse, hein, il était très rapide. Et puis à la fin, ils avaient trouvé où est-ce qu'il fallait aller. Et là, ils allaient, ils prenaient, ils faisaient. Je me souviens encore un mec qui faisait ça. C'était ça. Et c'était fini. C'est ce qu'on peut associer au recoil aujourd'hui, c'est ça? C'était une espèce de recoil. Mais c'était ça, quoi. Je veux dire, ils faisaient ça. Mais c'était pas. Il n'y avait aucune force, il n'y avait rien. Parce qu'ils savaient que c'était là. C'est de là que la toile d'araignée était la plus dense. Donc ils arrivaient, ils faisaient ça. Boum. Voilà. Bon. Et ça marchait, enfin, bon, c'était des gens qui. Et ça fonctionnait. Mais ce que je veux dire, cette approche-là est intéressante, parce que ça veut dire qu'ils avaient une routine et ils regardaient tout le corps. Ils regardaient tout le corps. C'est pas comme le gars qui dit vous avez. Le mec, vous arrivez, vous avez une lombalgie, et paf, il fait péter, il faut en mettre en plein de force, etc. Comme ça se fait beaucoup. Moi, j'ai plein de patients qui viennent me voir. Ils disent, j'étais en vacances là, j'étais coincé, je suis allé voir un ostéopathe, il m'a mis sur le côté, machin, bam. Bon, après mes vacances étaient foutues parce que ça n'allait pas, etc. Bon, voilà, bon, je crois qu'il y a beaucoup d'ostéopathes qui font ça. Voilà. Et puis d'un autre côté, des ostéopathes qui se mettent à 3 mètres, et puis qui, aussi, chacun son truc. Mais je pense que c'est important, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est de faire, une fois qu'on a fait tout le tour, de faire à la fois de savoir tout faire. Et non seulement de savoir tout faire, mais de le faire en même temps. Et donc, automatiquement, on fait sa propre approche thérapeutique. On fait sa propre approche. C'est ça. Et ce qui est important, c'est pour ça, ce qui est important, c'est quand on est jeune, quand on est étudiant, c'est d'aller voir comment travaillent des gens expérimentés, qui travaillent depuis des dizaines d'années, 10 ans, 15 ans, ça. C'est d'aller voir et puis d'essayer de comprendre pourquoi ils travaillent comme ça. Même si on ne comprend pas bien au début, on ne comprend pas bien, mais c'est d'essayer de voir ça. Voilà, donc c'est un peu ça, je crois. Je sais pas, moi les dernières années, là, je sais pas, les 7 ou 8 dernières années, là, je voyais, enfin, avant le Covid, je voyais beaucoup moins d'étudiants. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être il n'y a plus moi, mais bon, au début, il y en a qui venaient, et puis après, voilà. Et c'était... C'est comme ça, je pense que c'est important de regarder comment travaillent vraiment dans leur cabinet les gens, etc. Un nourrisson, que je prenne sa maman ou sa grand-mère, c'est pareil. Sauf que c'est pas la même densité. Ils ont chacun leur spécificité. Mais c'est pareil. C'est de la vie. C'est de la vie. Elle ne vit pas pareil. Le bébé, c'est une usine qui fonctionne, qui carbure à 3000 à l'heure. Bon. Et puis après, avec la maman, quand on travaille sur la maman, c'est un peu plus calme. Et puis avec la grand-mère, ce n'est pas la même vitesse, ce n'est pas le même, etc. Mais c'est la vie qu'elle a. Et l'important, c'est de sentir à chaque fois, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est de trouver, de retrouver l'harmonie dans selon chaque personne. Il est évident que quelqu'un de 60 ans ne va pas chercher la même, on va chercher une harmonie, mais ça ne va pas être la même que celle qu'on va trouver, une harmonie de mobilité, de motilité, tout ce qu'on veut. Ça ne va pas être la même chez le bébé, chez sa maman et chez la grand-mère. C'est tout. Mais je veux dire, jamais je ne pense technique. Jamais. Très rapidement, j'ai oublié les techniques, quoi, je veux dire. Et les profs me disaient, quoi, je veux dire, ceux qui nous avaient fait passer les examens, etc., ils me disaient, laissez les techniques, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Jamais j'ai eu une idée de... Je me dis, tiens, c'est un bébé, je vais employer telle technique. Tiens, c'est un sportif, je vais employer telle technique. Non. Mais on peut avoir un intérêt
un type de patient plus qu'un autre, tout en gardant ce positionnement que tu abordes? Je sais pas, moi j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime tout. Mais par contre, on a peut-être des qualités, je pense, individuelles qui font qu'on est plus à l'aise, de par notre expérience personnelle et après professionnelle, sur certaines, je pense... À l'aise, c'est pareil que attiré? Ah, bonne question. Non, c'est pas pareil. Non, je veux dire, tu peux être... Je pense que tu peux avoir une facilité, c'est comme je disais dans les études, quelqu'un qui va commencer les études avec le structurel, bah, petit à petit ça va se montrer comme ça, du structurel. Quelqu'un qui va avoir appris plus, parce que les cours vont être faits comme ça, il va arriver plus dans ce qui est fluidique, dans ce qui est facial, puis comme ça, etc. Bon, il va être plus là-dedans. Bon. Moi j'ai des copains qui sont restés structurels, et j'ai des copains qui sont fluidiques comme ça, et bon, des fois, ils rigolent entre eux, mais ils cherchent pas à faire non plus. Enfin, voilà, moi, je pense qu'il manque quelque chose lorsqu'on n'est pas capable de faire soi-même la synthèse. Voilà, c'est ça, en soi. En soi, de se dire, bon, voilà, cette personne-là vient, ce bébé-là, il vient. Bon, il vient, c'est parce que c'est la maman qui l'amène, le papa. Bon, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il me demande? Bon, et ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir un bébé qui venait et ses parents l'avaient laissé tomber. Bon, ça arrive, en général, les gens ne le disent pas parce que c'est... Bon, mais ça arrive, les bébés qui tombent. Et ils avaient luxé la clavicule. Mais parce qu'il était tombé comme ça, bon, c'était arrivé comme ça, bon, il l'avait laissé tomber, enfin bon. Et bah, j'ai fait du structurel dessus. Parce que c'était arrivé que c'est des gens que je connaissais, ils ont pu me l'emmener le soir, etc. Donc, j'ai fait du structurel sur sa clavicule. Clac, on a remis la clavicule, parce que bon, en plus ça se remet hyper facilement. Donc, clac, la clavicule s'est remise et puis ça y était. Voilà. Mais ça s'est fait automatiquement. Je veux dire, le choix de ce que tu disais, technicité, etc. La technique s'impose d'elle-même. Ça s'impose sur ce qu'il y a à faire. C'est une intuition à la condition de la lésion. Oui, parce qu'il vient de tomber. T'as quelqu'un qui est dans la rue, qui se fait une entorse. Tu vas pas commencer à faire des trucs fluidiques, machin. Il a raté le trottoir, quoi, je vais dire. Bon, il a le trottoir, comme bon, il s'est pété, il s'est tiré un vieux coup les ligaments, et le stringale qui est parti, Bon, t'arrives, tu le remets, papa, ça y est, et puis il repart. Voilà. Ah bon, on peut dire que peut-être c'est parce que ça. Non, il a raté le trottoir. il parlait, il était au téléphone, il parlait, il a raté le trottoir. Bon, voilà, c'est un accident. Qui est une priorité? Ben, c'est la priorité du moment. C'est la priorité du moment. Alors après, ça dépend des gens qui viennent. Il y a les gens qui viennent. Après, dans la patientèle, au fur et à mesure qu'on travaille, on a des gens qui viennent une fois par an, etc. Et, bon, les gens qui viennent une fois par an, ben, on vient et on essaie de leur redonner le maximum d'harmonie dans le corps, d'harmonie de la mobilité de tout, que tout soit harmonieux, que tout circule, pour que l'homéostasie se fasse et qu'ils vivent bien. En fonction de la réputation de l'ostéopathie, qui au départ était plutôt cachée, et puis qui est devenue plus en plus populaire. Maintenant, les patients, ils arrivent des fois pour des acouphènes, parfois pour des choses qui paraissent pas structurelles au départ, mais j'imagine qu'avec autant d'expérience, les demandes ont évolué aussi. Non. Non, je crois pas. Non, vraiment, je crois pas. Non, au contraire, parce qu'au départ, on traitait des choses qu'aujourd'hui, peut-être, comme il y a la caméra, je ne sais pas trop, que les gens ne pourraient pas traiter aujourd'hui. Voilà. Ouais. Voilà. Mais après, ça dépend. Et après, je crois que... On revient toujours à ça. La thérapie, c'est une... La thérapie, on dit ça, c'est une confiance qui rencontre une conscience. Et ça, c'est un truc de base, quoi, je veux dire. C'est le truc de base. Le patient, il vient nous voir parce qu'il a confiance. Et nous, on doit être à un niveau très élevé. On a une méchante responsabilité. La personne qui vient, il dit,
je viens vous voir parce que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à vivre bien. Donc, nous, on essaye, on dit, ok, bon, on va faire le maximum. Bon, on va essayer, on va faire le maximum. Et je crois que c'est important. Et je prends un exemple à l'aparté, parce que bon, Paul le sait, bon, j'ai un cancer de la gorge, etc. Bon, j'ai des séquelles, machin, qui sont rares et pénibles. Et donc, je téléphonais à... Je cherche à me pas débarrasser, et je cherche, et donc je suis arrivé il y a une quinzaine de jours, je téléphone on m'avait indiqué ça, une professeure à Paris, de radiothérapie, et je tombe sur elle, j'avais un numéro de téléphone, je tombe sur elle, et elle me dit, quand elle n'est pas là, prenez rendez-vous rappelez la semaine prochaine, et quand vous aurez pris rendez-vous, j'aurai plaisir à vous recevoir pour m'occuper de vous. Voilà. Je pense qu'elle, c'est une thérapeute. Voilà. Ça c'est un discours de thérapeute. Hein? C'est pas de dire, prenez-vous, j'aurai plaisir à m'occuper de vous. Wow. Elle a commencé à te guérir. Hein? Elle a commencé à te guérir. Je veux dire, je vais y aller, j'ai rendez-vous avec elle, je vais y aller, je me dis, bon, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Confiance. Voilà. Donc c'est ça, c'est quelqu'un en qui je mets de la confiance. Je mets de la confiance. En tant que patient, je mets de la confiance. Mais sans que ça soit des cancers ou tout comme ça, les gens viennent nous voir pour ça. Et même un bébé, s'il ne l'exprime pas, si un bébé ne l'exprime pas, il est quand même là-dedans. Il dit, il y a un truc qui ne tombe pas, il y a un truc qui ne va pas. J'ai eu la chance de travailler pendant 8 années. J'ai travaillé en service de néonatologie à l'hôpital Pellegrin, avec le docteur Christophe Hello. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Hello. Oui, avec Christophe, c'est lui qui avait monté ça, puis bon, c'est moi qui m'occupais du groupe. Enfin bon. Et on avait remarqué que les bébés, c'est des bébés qui faisaient entre 750 grammes et c'est comme ça, jusqu'à comme ça. Hein. Et qui étaient en couveuse, etc. Et quand on arrivait et qu'on était dans un état de thérapeute, le bébé était là et tac, il ouvrait un œil, il regardait, il refermait l'œil en disant « Ok, ça va, je me laisse faire. C'est bon, ça va bien se passer. » C'est ça qui était fou. Et les petits garçons, ils étaient plus intéressés quand c'était une femme qui arrivait, c'est authentique, et les petites filles, elles s'ouvraient l'œil quand il y avait un homme qui arrivait, le centième. Là. Et c'est dingue, mais c'est... Bon, comme ça, comme quoi le genre et tout, machin, enfin bon. Et donc, mais c'est pour dire que le bébé, bon, évidemment, il avait pratiquement toujours les yeux fermés, il dormait tout le temps. Hein, les prémas, hein, ils dorment tout le temps. Tac, mais quand on arrivait, on ouvrait un œil, regardez, tac, il refermait l'œil, tac, ça va. Là. Et les séances duraient en général entre 5 et 10 minutes, parce que bon, quand on met les mains dans la couveuse, faut pas trop bouger. Et là, on arrivait parce que pour les mettre en route, en réalité, pour les mettre en route. C'est-à-dire qu'évidemment, un prématuré, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être là, il ne devrait pas encore être là dans la couveuse, quoi, hein, il devrait être dans le ventre de sa mère. Bon, donc il est là, et en réalité, il a besoin qu'on l'aide un petit peu à démarrer, bon. Voilà. Donc c'est ça, c'est un problème, et c'est pour dire que il faut essayer de se mettre dans un niveau de conscience élevé. Et la prière peut aider. Je pense que pour être ostéopathe, il faut être croyant. Mais bon, parce qu'il faut croire en la vie. Bon, mais c'est pas simplement une façon de dire pour faire bien. Hein. Il faut vraiment croire en la vie. Et quand vous connaissez la prière de style, non? Tout le monde connaît la prière de style ou pas? Non, c'est pas la prière de style. Ah, c'est pas la prière de style. Ouais, excusez-moi, je vais retrouver. Il y a la prière de style, intéressante.
Allez, il y a rien ou quoi? Et je crois que c'est intéressant. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Et je crois que quand il disait ça, il le pensait vraiment. Et c'est de se mettre dans un certain état d'esprit. Alors, il disait, c'est le style qu'il a écrit, hein, il dit « Seigneur, grand médecin, je m'agenouille devant vous. Comme toute grâce excellente et tout don parfait descendent de vous, accordez, je vous en supplie, l'habileté à mes mains, la lucidité à mon intelligence, la bonté et la sympathie à mon cœur. Accordez-moi la simplicité de dessein, la force de porter aux mains une partie du fardeau de mes semblables souffrants et une vraie compréhension du privilège que vous m'avez donné. Enlevez de mon cœur toute malice et toute mondanité, afin qu'avec la foi sincère d'un enfant, je m'appuie sur vous. » Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est des trucs... bon. Si on est dans cet état d'esprit-là, et qu'un patient arrive, quel qu'il soit, le patient arrive et on est dans cet état d'esprit-là, bon, il va rien arriver, quoi. Enfin, il va rien arriver, il peut arriver du bon, quoi. Je sais pas, bon, voilà, bon, donc ça fait partie des trucs, quoi. Des trucs qu'il faut... Encore une fois, le plus important, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Hein? Et c'est... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, tu disais tout à l'heure, technicité, c'est hors de la technicité, c'est hors de tout ça. Je veux dire, il n'y a pas à avoir d'appréhension, de se dire, oh, mais qu'est-ce que je vais faire, j'ai jamais eu ce type de patient, j'ai jamais eu ça, Non, on est là-dedans, tac, on reçoit, la personne, elle est là, hop, et puis on va aller faire on fait ce qu'on doit faire, ce qu'il y a à faire. Et on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. C'est vraiment ça, c'est pour ça, c'est la base du truc. Alors après, évidemment, il faut connaître l'anatomie, il faut connaître comment ça fonctionne, qu'il y a des circulations, qu'il y a des trucs, qu'il y a des machins. Bon, ok, bon, mais ça s'apprend, je veux dire, bon, hein. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait tout le temps. Après, j'ai une petite remarque, c'est que moi je me remets il y a 10 ans quand j'ai été diplômée et que je suis sortie de l'école, on n'avait pas beaucoup pratiqué sur les bébés et sur les enfants parce qu'on fait bien ce qu'on fait souvent, et à l'école on fait peu les enfants. Et c'est qu'on se retrouvait, moi je me retrouvais en difficulté plutôt à la prise en charge des demandes des parents et de remettre dans le contexte, en fait d'inspirer la confiance aux parents qui amenaient son enfant, justement par rapport à tout ce qu'on sait de la parentalité, tout ce qu'on peut savoir de le frein non, voilà. Et du coup, on le sent bien, il y a des modes actuellement dans la parentalité à cause ou grâce aux réseaux sociaux qui fait qu'on a des vagues de questions qui surviennent, et moi j'ai ressenti le besoin depuis ces 10 années à faire des formations spécialisées quelque part sur la pédiatrie, mais pour pouvoir avoir un discours en fait, pour répondre aux questions que se pose le public qui venait au cabinet en fait. Oui, le pire dans la parentalité, c'est les parents, quoi. Mais souvent, moi les plus difficiles, c'est ça. Je vois la différence des patients que je connais qui ont déjà confiance en moi, pour rebondir sur la confiance. Le bébé, je le traite directement quand ils arrivent au cabinet. Quand c'est des parents dont je ne connais pas l'histoire et qui n'ont pas encore confiance en moi, et que j'ai pas confiance aussi en conscience peut-être aussi de leur énergie aux parents, c'est plus difficile parce que je dois d'abord appréhender les parents. Et une fois que j'ai la confiance, là je travaille le bébé. Enfin, c'est mon approche actuelle. Il y a beaucoup de soignants qui font beaucoup d'erreurs. Bien sûr. Pardon ? Il y a beaucoup de soignants qui font beaucoup d'erreurs, de l'aide-soignante aux spécialistes en passant par l'ostéo. Il y a juste des erreurs de langage qui font beaucoup de mal. C'est ça. Oui. Donc on retombe dans la fonction, et moi c'était ça que je voulais vous demander. On s'est beaucoup spécialisé dans la structure parce qu'il fallait protocoliser, faire reconnaître notre diplôme, etc. La fonction, par exemple, faire la séance à 3, c'est quelque chose que j'ai découvert tout seul. C'est pas quelque chose que j'ai entendu quelque part de qui que ce soit. J'ai un vague souvenir de Christian de France qui parlait de la marée et de la grande marée, mais qui s'est arrêté là. La grande marée, c'est pas le 3e. C'est juste un phénomène. Donc déjà, on a entendu parler de ce phénomène en 5e année à Atman. Je suis sorti en 2011. Vous, est-ce que dès la première année, on vous a dit que c'était important de faire la séance à 3 ? Parce que, avec une 3e force, c'est-à-dire il y a le thérapeute, il y a le patient, et il y a ce à quoi la prière de style est adressée. Ouais. Voilà. Donc, la prière de style.
Donc voilà, ça c'est quand même une information capitale en philosophie de l'ostéopathie. Ça réhabilite la fonction sans avoir besoin de protocole comme dans la structure, mais on a laissé ça de côté, en tout cas beaucoup en France. Oui. Après on a plus d'écoles que dans le reste du monde. Est-ce qu'il y a encore des endroits où cette philosophie est transmise en entier, pas privée de sa moitié, qui du coup... moi, j'ai eu quand même quelques stagiaires de l'école de Bordeaux, des 2 écoles de Bordeaux. Même en voulant leur transmettre ça, ça marche pas. Oui, après 6 années de protocole et de structure, ça va prendre du temps pour s'en défaire. Même avec des formations complémentaires, voilà. Où est-ce qu'on transmet ça encore? Tu résumes exactement ce que j'espère que je disais depuis le début, c'est que à partir du moment où on ne t'a pas dit qu'est-ce que c'est que la thérapie et que toi tu n'es qu'un petit rouage et tu n'es qu'un petit doigt qui peut aider, mais que c'est pas toi qui fais le boulot, hein, et que, comme un chirurgien il sait qu'il fait une cicatrice, ça prend 3 semaines à cicatriser, et puis c'est tout. Et je veux dire, même s'il est très bon ou pas bon, après il y a l'inclinaison du scalpel qui fait aussi, c'est vrai. Mais bon, voilà. Mais ce que tu dis, c'est fondamental. Et c'est très triste. Parce que ça veut dire qu'il y a dans la transmission de la pensée ostéopathique, il y a une perte. Il y a des pertes à chaque fois. Et je sais pas comment ça se fait maintenant, mais je sais que les écoles, dans un but de gagner de l'argent et de payer moins cher les professeurs, il y avait des gens qui venaient de passer leur diplôme et qui étaient enseignants. Je veux dire, quelle que soit leur qualité, ils ne pouvaient pas enseigner. Ils ne pouvaient pas enseigner parce qu'ils ne savaient rien. Je veux dire, on peut enseigner si on a plein d'expérience. Hein, comme on dit en énergétique chinoise, si tu n'as pas touché 10 000 poux, tu n'en as pas touché un. Bon, donc voilà, je veux dire, c'est pas parce que le gars il va être sorti, il a son diplôme, ouais, ça y est, l'enseignant, mais il n'enseigne rien, il ne fait que régurgiter ce qu'on vient de lui apprendre, qu'on lui a appris l'année d'avant. Bon. Voire le déformer. Ah mais il le déforme, automatiquement il le déforme. Mais voilà. Parce qu'il n'a pas eu le temps de faire, ce que je disais depuis le début, de faire tout le tour, de faire le tour, enfin, entre guillemets, de la question de pourquoi on est thérapeute et pourquoi on est ostéopathe et pourquoi on fait là il faut faire du structurel, là il faut faire du fluidique, là il faut faire du fonctionnel, etc. Bon, il n'a pas eu le temps de faire le tour, mais c'est parce que simplement il n'a pas eu le temps, je veux dire, c'est pas de sa faute, c'est la faute des écoles. Hein, et voilà, donc... Il y a ça, et c'est vraiment... c'est un appauvrissement, voilà. Donc, et de là, les gens, après, selon, comme tu disais, selon que leur attirance pour une chose ou pour une autre, ils deviennent des spécialistes dans une partie, et bon, après, il y a le mec qui va être spécialisé là-dedans, après le mec qui va faire beaucoup de... Il y a des gars qui font du structurel, bon, ils vont être plus dans le sport, machin, alors on va dire, ah ouais, lui, c'est spécialiste du sport, ouais, tac, bon, etc. Bon, voilà quoi. C'est une guerre de religion. Ouais, non mais c'est comme ça que ça arrive, les guerres de religion. Non mais c'est exactement ça. C'est les guerres de religion, c'est au départ, on prend ça, religion ça veut dire religarer, hein, ça veut dire rassembler. D'accord? Bon. Et les gens ne font que créer des églises, des sous-chapelles, etc. Et ils se tapent dessus. Et l'ostéopathie a fait pareil. Ça a commencé avec Little John et Sutherland. Et puis après, leurs élèves ont fait ça, tac, et ça s'écarte de plus en plus. Est-ce que c'est pas un processus vital, cette complexification, finalement? Non. Ok, non, c'est pas... non, c'est pas... Puisqu'on est en train de le vivre. Ouais, mais c'est un truc humain, c'est pas un truc vital. Parce que c'est pas aussi culturel, parce que du coup, on c'est aussi culturel. Bien que dans la médecine aujourd'hui, c'est les spécialités. Les exactement. gens vont vers le spécialiste, et ce qui est tout tant mieux. Hein. Oui, non, mais on a besoin des spécialistes généralistes
pour un problème auditif. Bien sûr. Et donc, moi je vois les patients, ils viennent et puis ils me disent bon, alors justement, j'ai entendu dire que vous faisiez de l'ostéopathie viscérale. Ouais, vous êtes spécialisé dans le foie ou dans le truc. Bon, Et parce que en fait, il se dit, ouais, un spécialiste, bon, c'est. La confiance. Voilà, il a confiance, il a fait 2 ans de spé en plus, il a côtoyé, voilà, il a eu de l'expérience dans la matière, et alors que chez nous, bon, franchement, c'est pas ça, quoi. Alors que nous, c'est exactement le contraire. Oui. Nous, ça ne nous intéresse pas d'être spécialiste. Oui, Ça ne nous intéresse pas d'être spécialisé, je veux dire. Moi, je ne sais pas, encore une fois, de ma vie que j'ai passée. Il me semble que j'étais très bon quand j'étais avec des bébés, à Pellegrin. J'étais très bon. J'étais bon aussi quand je m'occupais des autres. Je veux dire, bon, voilà. Il y a aussi quelque chose qui apparaît beaucoup dans les réseaux sociaux actuellement, c'est la théorie des 10 000 heures. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je sais pas. C'est comme les 10 000 coups. C'est comme les 10 000 points. Les 10 000 points. Donc on dit en gros que pour être spécialiste d'un domaine, il faut l'apprendre pendant au moins 10 000 heures. Et oui. ça, c'est une pensée qui se diffuse actuellement. Ouais. Je pense qu'elle permet aussi à des gens de s'intéresser à tout et d'être spécialiste de tout. Oui. Et c'est la force aussi de notre société aujourd'hui. Non, mais c'est la force, mais c'est l'évolution de la société. Et c'est l'évolution, quelque part, ce qui permet aussi de dire, par exemple, quand un petit hôpital de province ne fait pas assez d'accouchements, vous ne faites pas assez d'accouchements, on ferme. Voilà. Donc c'est aussi ça. Donc après, c'est une espèce de concentration, on concentre les gens dans les grandes villes, etc. Enfin bon, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, parce qu'on ne peut même plus les recevoir, parce que les urgences t'attendent 5 heures, etc., etc. Bon, voilà. Mais nous je ne sais pas si on doit, si on doit se calquer sur des réseaux sociaux, sur des courants, des courants sociétaux, je veux dire. Je suis pas sûr que l'anatomie ait beaucoup changé entre nous et il y a 1000 ans, ou il y a 2000 ans, je veux dire. Bon, il y a toujours du liquide céphalorachidien qui circule comme avant. Par contre, l'environnement et les souffrances ne sont pas les mêmes. Oui, mais l'être est pareil. L'être est le même. L'être est le même. Ouais. Tu veux dire que effectivement, l'air qu'on respire est plus bon, l'OMS nous fait des trucs en disant respirer tue, arrêtez de respirer, etc. Enfin bon, voilà. Mais les travaux, les métiers, bien sûr, la résistance du corps au froid, aux bactéries, il n'y a pas la même chose. Ça c'est un petit peu, ça change, ça évolue un petit peu, mais je pense que le fond n'évolue pas. Je veux dire, tu as toujours un cœur, tu as toujours un système cardiaque, etc. Et le but de l'ostéopathe, c'est de faire que le cœur de la personne d'aujourd'hui fonctionne du mieux possible. Du mieux possible, avec l'environnement, avec ce qu'il bouffe, avec ce qu'il respire, etc. Voilà, quoi. Mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup changé, quoi, je veux dire. Et même par rapport à la spiritualité, je pense que notre spiritualité est très pauvre par rapport à... les gens sont peu en conscience. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Non, ils n'ont pas de conscience, ils ont une conscience. Tu parlais de marée tout à l'heure, ils ont conscience de la petite vague blanche, tu vois. Tu vois au bord de la mer, tu as la petite vague blanche, tu vois. D'accord ? Alors, ils ont conscience de ça. Ah, il y a la mer, il y a la petite vague blanche, puis il y a un petit sac plastique dedans. Oh là là, bon, c'est ça. Bon, voilà, ils ont ça. Puis après, tu as une vague. Tu as la vague. Et puis après, tu as des vagues qui sont à 100 mètres, qui sont un peu plus grandes. Et puis après, tu as la houle. Tu as la houle de l'Atlantique qui fait 400 mètres qui fait 400 mètres de longueur. Ça, tu as la houle. Et puis après la houle, tu as la marée. Et puis après la marée, tu as les grandes marées. Voilà. Et puis il y a des marées qu'on ne connaît pas, qui s'appellent des marées nodales. C'est des marées qui ont une périodicité de 14 ans. Voilà. Tu parlais de marée tout à l'heure. Et là c'est vraiment le pilier. Tu vas vers du pilier. Tu vois, bon. Et donc il y a ça. Mais est-ce que les gens ont conscience de cette marée de 14 ans ? Bon, ok. C'est ça. Les gens, si tu veux, les gens ont conscience des petits phénomènes qui se passent. Ah là là, mais là on t'en fait des tonnes là-dessus, Et en réalité, quand tu regardes bien, les gens
souvent, ils ne réfléchissent pas, ils sont déjà dans une église, dans une école, dans un truc, ils sont déjà là-dedans. Bon, donc et ça va pas loin, quoi. Bon, et c'est pour ça que quand je sais pas, Paul il parlait de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les gens, moi j'y vais pas. Et mais j'en ai vu quelques-uns, c'est de la haine, quoi. C'est des écoles de la haine. Quoi, je veux dire. Les gens ne se supportent pas. Ils sont dans leur truc, et puis ils y vont là-dedans. Alors le mec est à côté, il tape dessus, etc. Bon, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Bon. Je sais pas, parle de conscience, j'ai entendu parler du Dalai Lama qui tapait sur tout le monde, non? Lui, il a un niveau de conscience un peu élevé, quoi. Hein, voilà. Et le Dalai Lama te dit, vous êtes chrétien, vous êtes catholique? C'est très bien, faites-le parce que c'est très bien ça. Il te dit ça. Hein. Lui, il fait son truc. Et il te dit, on peut parler entre un chrétien et un bouddhiste. On peut. Voilà. Bon. Je pense que le niveau de conscience, il doit être à ce niveau-là, quoi, tu vois. Donc, contrairement à ce qu'on raconte, je ne suis pas sûr du tout que le niveau de conscience augmente. Je suis même persuadé du contraire, quoi. Bon. Mais c'est pas un truc de vieux schnock, hein. C'est un truc quand tu réfléchis, bon, je veux dire, parler des guerres des religions, tout ça, ben c'est ça, quoi. Le nombre d'ostéopathes s'est démultiplié, donc ça démultiplie le message aussi. Ça le divise forcément. Après, c'est vrai qu'en se rendant compte qu'on a perdu une partie essentielle du massage parce que quand même beaucoup d'ostéopathes ont la connaissance que c'est beaucoup plus que ça l'ostéopathie, que ça peut aller beaucoup plus loin. Tout le monde a entendu ne serait-ce que quelques exemples, ou vu à l'école quelques exemples, ou entendu des témoignages, voilà. Et du coup, ça provoque aujourd'hui l'envie de retrouver ça, qui s'inscrit aussi dans une démarche plus grande, en réaction aussi à toute la violence que vous décrivez dans le monde de la communication, de l'esprit, du partage d'idées, etc. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment une guerre à ce niveau-là. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. L'important, c'est effectivement qu'il y ait des ostéopathes qui vont entendre un discours, un truc par rapport aux origines, par rapport à ça, et qui vont se mettre à gratter, à chercher. C'est bien. Ça c'est bien. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Et qui grattent où il faut, qui cherchent où il faut. Et je veux dire, on a suffisamment de documents, de choses comme ça. Maintenant, on a beaucoup de sources qui ont été traduites de l'anglais, de l'américain, etc. On a beaucoup de sources et on sait, pour revenir vraiment spécifiquement à l'ostéopathie, on a beaucoup de sources et on sait ça. Il y a un mot de Sutherland que j'aime beaucoup. Sutherland, il disait... D'abord, Sutherland, quand il écrivait des livres, c'était à la fin de sa vie, c'est à la demande de tous ses élèves. Ses élèves disaient, ouais, mais il faut écrire, maître, il faut écrire quand même. Alors que maintenant, il y a plein de gens qui écrivent des bouquins, ils ont 2 ans d'expérience, ils écrivent un bouquin, quoi. Et Sutherland disait un truc extraordinaire, que moi j'aime beaucoup. Il disait, si un jour, un élève d'un de mes élèves fait du bien à une personne, alors je n'aurais pas perdu mon temps. Alors bon, voilà. C'est le petit père Sutherland avec ses grosses mains qui disait ça. Bon, voilà, je trouve que c'est le problème est réglé, quoi. Tous ceux qui ont un petit ego un petit peu surémotionné, les gars, c'est les rabaisse, quoi. C'est les rabaisse, ça les remet à leur niveau. Le Sutherland, il ne faut pas oublier quand même que c'est lui qui a trouvé quand même la circulation du liquide céphalorachidien. Et avec ses mains, il a senti qu'il y avait des liquides qui passaient, qui circulaient dans la boîte crânienne et qui descendaient dans les interstices de la moelle, entre la moelle épinière, dans le canal rachidien. Il a senti ça avec ses mains. Déjà,
Bon. Et il y a longtemps déjà, j'avais été Alain Boss, je ne sais pas si vous connaissez Alain Boss. Non, ça vous dit rien, c'est un ostéopathe de Pessac. Alain Boss avait fait un mémoire justement sur la fluctuation du kick céphalorachidien. Il m'avait demandé d'être son maître de mémoire. Là. Et bon, comme je connaissais des gens avant, des profs d'anatomie, et donc il y avait à Amiens, il y a un gars qui a fait un appareil, comment c'était? C'était à base c'était avec du cinéma et comment je vais dire, IRM, enfin tout, c'était un instrument extrêmement compliqué, et il a démontré de façon visuelle, de façon par l'imagerie, il a démontré la circulation du liquide céphalorachidien, et que notamment le liquide descend par les interstices latéraux et il remonte par l'interstice ventral. Il a montré ça. Et lui, Sutherland l'avait trouvé. Bon, on a encore du boulot à faire sur la palpation, sur la perception, quoi. C'est ça. Mais... Donc la découverte, elle se base sur le ressenti de ce pilier à 3 colonnes que tu parlais, selon toi. En gros, est-ce que on reçoit l'information d'un état du corps en se, entre guillemets, connectant à ce 3e pilier? Oui, mais enfin, quand il disait 3e pilier, bon, après ça peut prêter à des... Enfin, il faut bien mettre un mot, mais effectivement, ce que tu veux dire, c'est que tu te fais aider par la nature, qu'on l'appelle comme on veut, quoi. On appelle après, on met le mot qu'on veut dessus, d'accord. En anglais, ça sonne bien. C'est potency, tu dis, potency. Ouais, enfin, lumière liquide en français. Ouais. Voilà. Enfin, en respectant la philosophie et l'histoire de l'ostéopathie dans les termes qui ont été... C'est exactement ça. C'est mon ami Pierre Trécot qui dit ça. Il dit, arrêtez, quand le patient, en général, il est allongé. Et toi, tu es assis, c'est-à-dire vertical. Et ça fait ça, quoi. Ça fait une croix. Et la croix, c'est le plus vieux symbole de spiritualité de l'humanité. La croix, pas la croix latine, mais la croix. La croix, c'est le plus vieux symbole de spiritualité de l'humanité. Et à partir de là, il dit, il ne faut pas oublier que ce qui est horizontal, c'est la matière. D'accord ? Ce qui est vertical, c'est l'esprit. D'accord ? Et c'est ce que tu disais, c'est que toi, comme tu es horizontal, parce que tu es le thérapeute, tu es horizontal, et donc tu dois recevoir l'esprit. Donc tu es vertical, donc tu dois recevoir. Tu dois recevoir et tu redonnes. Et il y avait un de mes profs, il s'appelait Jean Rochedereux, qui est à Brest. Et Rochedereux, lui, il a beaucoup travaillé sur l'énergétique. Alors là, si vous voulez travailler l'énergétique, vous allez voir Rochedereux, c'est un fou d'énergétique. Et donc, pour Rochedereux, on est un canal, comme ça, simplement. Simplement, on est là et on est un canal. Et même si tu le dis à des ostéopathes, il y en a plein qui ne le feront pas. Qui ne le feront pas. Qui vont dire que tu es un mystique ou tu es un truc. Il faut plutôt s'inquiéter de l'importance de le transmettre plutôt que du nombre qu'il reçoit. Exactement. Le nombre n'a aucune importance. Et si tu veux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toi tu parlais de l'évolution de la société, donc c'est l'évolution du nombre. Et ce que disait Paul aussi, c'est l'évolution du nombre. Et en réalité, c'est simplement chaque individu qui est là. C'est toi. Tu n'en as rien à foutre du nombre. La personne qui est sur sa table de travail, elle est là, elle te fait confiance à toi, pas à une école ou pas un truc comme ça. Elle fait confiance à toi. C'est tout. À une personne, c'est de personne à personne. C'est d'individu à individu, c'est d'être à être. Donc on peut c'est tout, c'est ça. Selon toi, on ne doit pas penser global dans ce cas-là, il faut penser soi-même et dans l'instant.
ou alors on peut quand même avoir une projection de mouvement de société et aspirer à ce que cette société aille sur un chemin. Mais t'en as rien à foutre de la société, je veux dire. Non mais Non, mais t'en as rien à foutre. La personne qui a des, je sais pas moi, mettons qui a des céphalées. Ouais. Je veux dire, ce qu'elle veut, c'est ne plus avoir de céphalée. Pour vivre bien. Oui, mais si sa cause c'est la société, on peut se dire. Là, ouais, peut-être la cause, c'est la société. Ça À part ce moment-là, il faut tu lui offres une Kalachnikov puis qu'il a zigouillé le maximum de gens. Non, on peut lui aider à atteindre le pardon. Bien sûr, non mais. Mais c'est tel quel. Si on extrapole l'humanité à un corps et un esprit, ça serait quoi une séance ostéo là? Elle aurait besoin de ce corps et cet esprit aurait besoin de quoi, ostéopathiquement parlant? Ah oui, là. Oui, je réponds pour la question. Non, mais non. Si vous voulez vous intéresser à savoir la quantité, vous me lisez un livre qui s'appelle un gars qui s'appelle René Guénon. Je ne sais pas si vous connaissez René Guénon. René Guénon qui paraît qui est au début du XXe siècle. Et il y a un livre qui s'appelle Le règne de la quantité et le signe des temps. Et là, vous lisez ça, et après, vous avez compris. Là, bon, vous êtes tranquille. Hein. Après, vous avez compris. Non, mais je veux dire... C'est un philosophe ou c'est un ostéopathe? J'ai pas compris. Non, c'est quelqu'un qui était un ésotériste. D'accord. Un orientaliste ésotériste. Un orientaliste ésotériste. Et voilà. Non, mais voilà. Je crois que ce qui m'interpelle dans les questions, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la société, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, mais je sais pas, moi j'ai jamais. C'est issu d'une peur à la base. Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut éliminer. À l'instant où tu rentres dans ton cabinet, tu dois oublier tout. Moi, j'avais dans mon cabinet, j'avais pas de téléphone, j'ai rien dans mon cabinet, j'ai rien. Bon, je m'occupe des gens, c'est tout. Je m'occupe. La personne, elle rentre, je l'accueille, et tout de suite, on est à un niveau très élevé. Enfin, le plus élevé possible de quelque part, de santé, et je m'occupe de son être. Oui, mais elle apporte le monde, son monde avec elle. Elle apporte le monde, mais le monde, elle a envie de le laisser à la porte aussi. Elle a envie de le laisser à la porte. Elle a envie de le laisser à la porte. Et si toi, tu rentres dedans. Tu rentres dans le truc, le monde, il est méchant, le truc, machin, nanana. Et le Covid et le machin. T'arrives jamais, quoi, je veux dire. Et vous n'avez pas remarqué la peur, là, il devait y avoir une tempête qui devait tout écrouler, là. Vous avez vu la tempête, là? Il y a une tempête qui devait arriver, là. Ciaran, je sais pas quoi. Là. Hier, oui. Hein? C'était hier. C'était hier? Je sais pas, moi j'ai rentré toutes mes chaises, et puis comme je n'aurais pas dû, hein, bon, Surtout sur la côte, je crois. Mais bien sûr, c'était... Arrêtez, il y avait une vraie tempête sur la mer, sur l'océan, il y avait une vraie tempête, et qui était plus après sur la Bretagne, etc. Mais il y a eu une tempête. Non, mais je veux dire, nous, les TGV n'ont pas roulé, ils ne sont pas venus à Bordeaux ou à Nantes. Allez. Alors que les avions ont atterri, je sais pas, il y a un truc... Non, mais j'ai mangé avec un ce matin qui était à Okinawa, au Japon. Ils ont des typhons tous les mois qui vont à 280 km/h. Et c'est, bon, après, toute la structure de leur société ou de leur infrastructure est aussi basée sur cette sécurité-là. Mais ici, c'était 120, je crois, 120 ou 130, je crois, comme ça. Ouais. Ça montre un peu la... Mais bon, il y a des choses qui sont aussi légitimes. Hein. Non, mais c'est légitime, je veux dire, qu'on te dise, bon, ok, faites attention. Moi, j'habitais près de Granville. Bon, quand il y avait la tempête, on ne sortait pas, quoi. Je veux dire, n'importe qui comprend, je fais de la voile, quand tu sortais pas ton voilier, quand tu voyais des vagues qui commençaient à passer par-dessus le remblai du port, etc., par-dessus la digue. Bon, on ne sortait pas. Bon, tout le monde comprend ça. Mais, je veux dire, là, on maintient les gens dans la peur. C'est la peur irraisonnée, quoi. Je veux dire, attention, il y a pas ça, attention, alerte rouge, alerte... Bon,
Voilà. Il y a cette peur, si je reviens au thème de cet après-midi, il y a cette peur aussi d'orientation d'un patient, parfois du corps médical, on en a parlé. Si tel thérapeute n'est pas spécialisé il ne sera pas forcément bon à traiter cette cause. Ouais. Oui, mais non, ça c'est... À même deux, quoi. À même deux, voilà, c'est ça. Oui. Ça, c'est vrai. Ah, mais non, mais je vois autour de moi, il y a beaucoup de femmes qui ont des spécialités en natalité, périnatalité, tout ça. Je sais que moi, je suis autour. Je ne pas un bébé. Un bébé. Je serais dans un village au fin fond de la Lozère et j'en viendrai me voir, parce que j'en ai eu, ça c'est normalement passé, on va dire. Bien sûr. Mais cet axe-là, je sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, si tu n'es pas spécialisé dedans, tu verras que non. Et en plus, t'es un homme. Et en plus, je suis un homme. Ouais. Donc, non, mais les gens, c'est vrai. Non, mais c'est... J'ai eu aussi... Je suis devenu un homme. Ils te le disent. Non, mais moi j'ai eu la question aussi, je veux dire, ah oui, j'ai mon bébé, je peux vous l'amener, je vous l'amène parce que je sais que vous travaillez à Pellegrin. Je dis oui. Enfin, la secrétaire, elle dit ça. Alors, puis des fois, parce que la secrétaire m'a envoyé un message, rappelez la maman, oui, alors je vous amène le bébé, là, il n'y a pas de problème. Je dis, non, pas de problème. Et vous voyez les mamans aussi? Oui, et le papa aussi, s'il veut, le grand-père aussi, s'il veut. Voilà. Et là, on revient sur la on revient sur la notion de confiance, parce que ça se fait que si, en fait, j'ai soit vu la maman, soit le papa, donc du coup, après, le lien se fait, et là, ils se disent, ok, là, on veut bien te confier. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Ça se rejoint. Moi-même, je vis dans le monde, comme tout le monde. Hein, je suis comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut... Moi j'expliquais quand même toujours aux gens, qu'on ne pouvait pas se spécialiser en ostéopathie. Et que moi, je voyais la maman, je voyais le bébé, je voyais la maman, et je voyais le grand-père, etc. Bon, je veux dire, il n'y a pas de problème, je veux dire. Sinon, on fait quelque part le jeu de ceux qui veulent nous... parce qu'il y a un risque, il y a un grand danger. C'est que le jour où on va être tous... tout le monde sera spécialisé dans un truc, etc., ce jour-là, le conseil de l'ordre des médecins va dire, les gars, là on arrête de jouer, boum. Le jour où il y aura une petite truc, le moins de petits trucs, etc., bam. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les ostéopathes, tous les diplômes des ostéopathes ne valent pas un clou, ça ne vaut rien. Et qu'est-ce qui facilitera cette décision de l'ordre à cet état de division plutôt qu'à un état comme on est actuellement plutôt... L'ordre a toujours joué, avec l'État, ils ont toujours joué la division. C'est-à-dire que, bon, j'étais avec des gens, il y avait un gars qui était à Bordeaux, qui était président du registre des ostéopathes de France, qui était Daniel Siriex, qui m'a demandé gentiment de venir l'aider pour faire on a fait le premier référentiel ostéopathe, référentiel des ostéopathes en frontière. Alors, on a fait toutes les études, on a fait tout le cursus qui devait être fait, etc. On a fait tout ça. Et après, on a présenté ça au ministère. On était au ministère, etc. Et les gars des services, des hauts fonctionnaires, ils connaissaient très bien l'ostéopathie. Hein. Le mec, il dit, voilà, c'est nickel ce que vous avez fait. On s'était calqué sur les études de médecine, etc. Bon, c'était nickel, etc. Très bien. Très bien. Et puis au final, la loi a quand même été acceptée, mais il faut savoir que c'était quand même accepté à 2h du matin quand même, hein, à l'Assemblée nationale, il n'y avait plus grand monde. Bon, on est passé comme ça, hein, d'accord. Donc il y a eu une reconnaissance sociale par le biais de l'Assemblée nationale. Très bien, ça c'était déjà une grande victoire, mais ils nous ont toujours dit, on vous reconnaîtra à une seule condition. Vous ne serez jamais remboursé. C'est-à-dire, vous ne serez jamais remboursé, c'est-à-dire que vos actes ne seront jamais répertoriés dans les actes, les AMM, les trucs, etc. Vous ne serez jamais répertorié au niveau de la Sécu. Déjà, l'État ne voulait pas. Donc l'État n'a jamais voulu, l'État ne veut encore pas aujourd'hui quand même. Alors les mutuelles nous ont aidés pour faire des remboursements, etc. Mais l'État, non. L'État, non. Est-ce que ça ne nous sauve pas d'une protocolisation encore plus forcée ? Est-ce que ça ne nous sauve pas d'une protocolisation encore plus forcée ? Mais non, parce que c'est nous qui nous l'imposons, le protocole. À partir du moment où les gens disent « moi je suis spécialisé dans telle chose ou dans telle chose ou dans telle chose », ils s'imposent un protocole.
En disant, et ils vont dans des écoles spécialisées, ils disent, ouais, moi j'ai fait telle école. Ouais, c'est balèze. Mais non, au contraire. Les kinés, parce qu'il disait que les ordres des kinés, par exemple, ils ont l'acte pour une lombalgie, ça va être 16 euros. C'est très tarifé et c'est timingé aussi. Ah oui, mais eux, ils ont un diplôme d'État. Ouais, mais le risque, c'est s'il y a la reconnaissance. Si on est remboursé par la Sécu, ça sera la même. Non, il n'y aura jamais de remboursement par la Sécu parce que de toute façon, ils ne veulent pas investir. Non, ça sera jamais. Ça, il faut se retirer ça de la tête, c'est zéro. Ça nous laisse peut-être un petit champ libre pour ceux qui veulent continuer le compagnonnage, continuer une transmission de quelque chose qui ne peut pas être de l'evidence-based medicine, qui ne peut pas être... Bien sûr. Voilà. Pour moi, il faut faciliter les stages. C'est ce qu'il disait, le compagnonnage. C'est ça. Il faut faciliter les stages et l'ouverture à des étudiants ou soit plus accessible. Ouais, voilà, moi je trouve que c'est ça. Parce que c'est là que j'ai le plus appris, moi. Moi, c'est où j'ai eu le plus de barrières en fait. Oui. Tu vois, du coup, parce que c'est vrai pour trouver des stages, c'est ça pour aller dans les très hôpitaux, refusé. dans les cliniques. Léonard, Ah mais c'est différent. Ça fait longtemps que tu cherches un stage, non, c'est ça? Mais moi en fait je suis en année préparatoire du coup parce que je m'intéresse justement à ce domaine qui est l'ostéopathie. Et qui plus je fais, plus me plaît et je me vois m'épanouir là-dedans. Mais c'est vrai que on nous demande en année de prépa de trouver 70 heures de stage. Et avant de trouver, c'est quand même un beau nombre d'heures avant de réussir à en trouver un et j'ai pas été le seul. Après, une fois que je l'ai trouvé, c'est sûr que ça soulage, etc. Mais ça peut mettre des barrières parce qu'on est dans une classe de 30 et il y en a quand même pas mal encore qui cherchent tous les jours et qui galèrent à en trouver. Et puis en plus, tu vas en prendre que un parce qu'il aura accepté, alors que l'intérêt, c'est d'en voir plusieurs avec plusieurs approches différentes, plusieurs philosophies, plusieurs expériences différentes. Combien d'ostéos acceptent des stagiaires dans leur cabinet? Moi, j'acceptais toujours les stagiaires. Moi, après j'ai dit, ils venaient plus, je ne sais pas pourquoi. Il y a un manque de référencement aussi. Après, il y a une densité qui fait que certains ne peuvent pas en accepter. Oui, après tu vas pas avoir un stagiaire tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est ça. Moi, je faisais souvent les stagiaires, je leur disais, où tu viens, je te signe toute ta semaine, mais tu viens que 3 jours, ou ça, mais... C'est filmé, Oui, mais ce que je veux dire, non, mais c'est... Prescription. Non, mais c'est évident. Je veux dire, on ne peut pas travailler, parce que même c'est aussi le respect pour le patient. Je veux dire, le patient, il est là, et puis il dit, des fois, il a envie de dire, peut-être envie de parler, d'échanger, qu'il ne va pas échanger quand il est un stagiaire. Hein, voilà. Alors, voilà, disait ça. De toute façon, on demande toujours au patient s'il est d'accord, etc., évidemment. Mais effectivement, c'est une question de... Et puis de disponibilité de l'ostéopathe exerçant, le référent, et puis aussi de l'élève qui doit être dans un certain état de respect aussi, etc. Voilà, oui, mais je sais pas. Oui, donc, et par exemple, il y a, puisque vous êtes une nouvelle association, il y a une association à Bordeaux qui s'appelle EOB, qui s'appelle Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique Bordelais, qui a été, on a créé ça il y avait Françoise Laborie, etc. Il y a 30 ans, on a fait les 30 ans il y a pas longtemps, 30 ans, pour s'occuper, c'est une association de parents d'enfants. Et donc c'est pour s'occuper de ces enfants qui sont les polyhandicapés, c'est un handicap assez lourd. Et donc là c'est intéressant pour des élèves de venir travailler, de venir voir, parce qu'on peut travailler à plusieurs mains, bon, c'est un petit peu différent, bon, les parents sont prévenus, ça, bon, donc ça c'est plutôt intéressant. Vers ce qui se passe, nous à EOB, les jeunes viennent pour faire signer leur carnet de stage, et après on ne les revoit jamais. Donc je veux dire, c'est archi nul. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de l'ostéopathie. Ces gens-là, j'ai envie de prendre leur nom, puis les mettre sur une liste noire. Non, je rigole, mais je veux dire, bon, ils ont pas compris, ils ne seront jamais ostéopathes. Ils viennent là, bon. Et après, ils ne peuvent pas venir le samedi matin pour 2 samedis par an pour aider les enfants. Wow. Il faut quand même qu'ils se posent des questions, quoi. Ah, ils ont eu leur stage signé. Bon, ok. C'est tout.
C'est tout. Le niveau de conscience, tu vois, c'est C'est ça. zéro. Voilà. Bon. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en travaillant sur soi, en tant qu'ostéopathe et thérapeute et être humain, etc., je trouve, très bénéfique pour le patient. Et puis on est obligé. Parce que c'est notre outil de travail et que moi je parle d'étalonner un outil, on a besoin sans cesse de savoir où se situe notre équilibre et déjà de prendre conscience quand est-ce qu'on est en déséquilibre pour pas s'influencer soi-même, pour dire là je suis en difficulté. Et moi je le ressens dans les formations. Alors moi je parle pas de spécialisation, mais je parle de formation. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de formations en pédiatrie, en périnatalité, parce que déjà j'avais cet attrait, et c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Et du coup en ayant confiance en moi, j'inspirais confiance en mes patients. C'est sûr. Parce que cette formation, c'était... Non, mais Bah voilà, c'est ça. Je ne Ouais. critique pas le fait de faire un petit peu des formations, etc. Bon, parce que tu es attiré par les bébés, bon, tu fais des formations avec les bébés, etc. Mais évidemment, c'est bien. Non, ce que je veux dire, je reviens à ce que tu disais. Je veux dire, c'est, encore une fois, si on revient toujours aux anciens, c'est Roland Becker. Becker, il disait, entre le patient et vous, la seule personne que vous allez changer, c'est vous. C'est tout. Le patient ne va pas changer. C'est toi qui vas changer. Et parce que toi, tu auras changé, le patient va changer. Donc, il faut faire un travail sur soi. Et d'abord, il faut savoir, quand on s'assoit à la table, moi, je ne sais pas, quand je travaillais, quand je travaillais beaucoup, même maintenant, quand je travaille, j'arrive toujours avant, et je fais ma méditation, enfin bon, c'est mon truc, je fais méditation, prière, machin, je fais mon truc pendant 5 minutes, bon, et puis après, quand je m'assois, je suis thérapeute, je suis le thérapeute. Point. Moi je mets ma blouse. Toi? Je mets ma blouse. Oui, tu mets ta blouse. Ça, Moi, je mets plus. Mais bon, du mal à travailler sans blouse. bien sûr, mais on doit savoir ce qu'on fait. Je veux dire, on est thérapeute, tu es là, bam, bon, ça y est. Tu es là, tu t'occupes plus du reste, tu t'es engueulé avec ton mari, avec ta femme, peu importe, tu es là. Et tu fais ton boulot parce que tu es là et c'est tout. Oui. Et c'est comme ça que petit à petit on élève le niveau de conscience, son niveau thérapeutique aussi, son niveau de confiance. Et ce que vous voulez dire aussi, c'est que le patient, du coup, lui, on l'amène juste à revenir à son point neutre, c'est ça au final? Oui, c'est ça. Par contre, avec l'échange qu'il y a eu, ça a pu... Mais oui, je comprends. Moi j'ai l'impression d'être accordeur, tu vois. Moi j'ai mon axe, c'est tête, cœur, corps. Hein. Et là on reprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'amalgame, certains. Parce que le corps c'est le Fils avec ses besoins, mais ses plaisirs aussi. Donc c'est les 5 sens, c'est l'incarnation, c'est l'horizontal pour le coup. Hein. Donc le Fils. Le tête c'est le mental, c'est le Père, c'est celui qui décide, mais c'est celui aussi qui oriente, qui cadre. Et le cœur, c'est notre âme, c'est où est-ce que je suis sur mon chemin de vie et est-ce que je vais là où je suis. Et moi c'est comme ça que je traite tous les patients, que ce soit le petit bébé, mais par contre c'est le petit parallèle que j'expliquerai tout à l'heure, c'est par rapport au bébé et jusqu'à une maturité un peu plus grande. L'enfant c'est ses parents. Et c'est pour ça que je traite les parents en même temps que les enfants, mais que le but c'est d'avoir tête, cœur, corps, d'accorder en fait. Et ça tu l'as appris en formation périnate ou en cursus? Eh bien j'ai appris beaucoup plus rapidement en formation autour de l'enfance, parce que pour moi on est tous des enfants, on l'a toujours été, et finalement je traite même les adultes avec leur cœur d'enfant. Ouais, je l'applique à tout le monde. Et l'évolution dans ce domaine, elle ne se fait pas que par le biais des formations, tu peux aussi t'embellir à l'expérience. La plus belle expérience que j'ai faite, c'est d'être maman. Oui. Et ou d'être parent, ça a été exponentiel, c'est ce que j'explique à mes stagiaires quand ils reviennent, ça a décuplé de façon exponentielle ma pratique, et c'est celle qui m'a permis aujourd'hui d'avoir encore plus confiance dans toute cette approche. Et ça m'aide pour dire, même parfois faire des câlins à des personnes qui ont 40, 45 ans, et de parler de cœur à cœur, et d'être là présente aujourd'hui. Mais par contre, j'ai l'impression, pour revenir un petit peu sur la société, parce que moi c'est pour ça que je voulais débattre aussi un peu avec André, c'est vraiment ça, c'est l'impression que la société nous influence beaucoup actuellement. Et je dis on, même si ça devrait dire les patients et moi aussi, parce que revenir à le on est impersonnel, mais les patients sont beaucoup dans la peur. Bien sûr, et tout le monde a peur, ouais. C'est ça. Tout le monde est dans la trouille, tout le monde est... Et ils sont plus, moi je trouve les patients un peu présents à eux-mêmes. Voilà. Bien sûr. De toute façon, ce qu'on doit faire, c'est avant tout
reconnecter la personne avec elle-même. Ouais, redevenir enfant. Non, bah non, surtout je ne vais pas devenir un enfant, j'en ai assez bavé après, je ne vais pas devenir un enfant, ça va, on va recommencer un tour, ça va. Non, surtout jamais devenir un enfant, et justement il faut accepter d'évoluer. De ne plus être un enfant. Il faut accepter de ne plus être un enfant. C'est surtout ça, on te dit, comme les gens qui disent, moi j'apprends, je suis tout le temps un apprenti, machin, tout, ça va, au bout d'un moment tu bondis un peu quand même, hein. Bon. Et non, mais t'as raison, parce que je pense que ce qu'on a besoin dans notre monde, et ce qu'ont besoin effectivement les gens, ce qu'ont besoin les gens qui font partie du monde et qui viennent nous voir, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être reconnectés avec eux-mêmes et leur dire, ok, ça va bien votre truc là, ok, allez-y, faut y aller quoi. On arrange ça comme on peut, hein, évidemment, mais effectivement, il y a ça, mais je crois qu'il ne faut pas être que là-dedans. Il ne faut pas être que là-dedans, il faut être simplement dans le fait de dire, de redonner la force à quelqu'un de pouvoir affronter le monde. Hein, de pouvoir affronter le monde. Un jour, j'avais un patient qui vient me voir. Bon, je connaissais la famille, tout ça. Enfin, lui, il avait 40 ans. Un mec qui était directeur d'un grand truc à Bordeaux. Bon, on travaille, tout ça. Bon, il vient me voir, puis il me dit, ça va pas, je suis pas bien. Bon, d'accord, ok, allongez-vous. Bon, travail, bon. Très bien, moi je fais mon truc. Bon. Et puis, après il dit, tiens, hop là, moi je sentais que ça allait bien, je laisse partir le truc, là ça allait bien. Bon. Et puis il dit, ça va, bien. Bon, je quitte ma truc, je me lavais les mains, tout, je me mets un mot de l'eau, tout. Le mec il se levait pas. Je dis, merde, qu'est-ce qu'il y a? Le mec il était là, il était allongé, et je lui dis, ça va? Il dit, ouais, ça va très bien, ça va très très bien, il me dit. Bon. Puis il finit par se lever, puis il me dit, maintenant je sais ce que je dois faire. Parce qu'en réalité on lui proposait une place à Paris, enfin une promotion à Paris, et sa femme ne voulait pas. Parce qu'elle était instite, elle était là, elle ne voulait pas aller faire l'instit à Paris, etc. Et lui, c'était une promotion, mais c'était un gros truc, quoi. Ça le boostait un vieux coup, quoi. Hein. Et il m'a regardé, mais les yeux comme ça, qui clignotaient, et il dit, je sais ce que je dois faire. Et en réalité, il n'est pas parti parce qu'il préférait être avec sa femme et ses enfants-là plutôt que de faire l'aller-retour. Mais sans parler, finalement. Tu as réussi à... On n'a rien dit. C'est ça qui est intéressant, en fait. Je n'ai pas parlé parce que j'ai horreur des... j'ai eu des problèmes dans la vie comme tout le monde. Je suis allé voir des mecs qui faisaient du somato-émotionnel, machin. Enfin, c'est vrai, une spécialité, le somato-émotionnel. Voilà. Comme si tu pouvais séparer le soma de l'émotion. Enfin, quand tu travailles un estomac, c'est que de l'émotion. Donc, et les gens ils te parlent, tu dis, putain, ça va quoi. Alors, parce que une fois je raconte mon histoire, j'ai une sonde dans l'estomac. J'ai une sonde dans l'estomac, c'est un trou quand même. Et alors, je vais voir un confrère qui commence à me travailler et qui me dit, voilà maintenant, tu peux me dire tout ce que tu mets dans ce trou, etc., tout ce qu'il y a, etc. Je lui dis, j'ai rien dit. Attends, je veux dire, c'est évident, ça paraît évident que par exemple, tu dis un truc et puis quand tu fais un trou dans l'estomac, évidemment, un trou dans le ventre, etc. Bon, qu'est-ce que j'avais à lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça m'a rien fait, je veux dire, c'est un travail que je fais moi, je veux dire. Et en plus, je veux dire, après, parfois, ce qui irrite ou ce qui énerve, on le repense plus tard et on peut avoir aussi des flashs ou des choses comme ça. Ouais, ça peut arriver. Là, ça n'est pas arrivé, mais bon, parce que j'avais déjà travaillé dessus, je peux te dire. J'avais déjà fait accepter cette chose-là. Accepter cette partie de la maladie, etc. Non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense que si tu fais de l'ostéopathie, tu n'as pas besoin de faire de baratin, quoi. Tu vois? Moi, c'est très intéressant parce que mon approche, elle est assez différente pour le coup, et j'ai mon expérience, ça, et c'est très intéressant pour ça. C'est que
j'ai l'impression que les gens ils sont tellement peu dans leur corps que déjà de les ramener à leurs sensations physiques quand on appuie dessus, leur respiration, mais aussi leur mental, ils sont tellement de leur mental que moi je m'en sers de leur mental pour remettre leur tête dans leur corps. Enfin, je sais pas, c'est très Il imagé. faut s'élever le mental le plus possible, quoi. Moi, au contraire, c'est que je dis, j'ai l'impression que c'est la majorité, peut-être parce qu'aussi ma patientèle Bien sûr. s'est adaptée aussi Non, à ma non, façon de pratiquer. Non, mais t'as Mais moi, raison, j'ai t'as l'impression que, moi je suis à la campagne, mais je cherche toujours à c'est physique, chimique, émotionnel, et j'interroge les trois sur chaque symptôme. C'est est-ce qu'il y a du physique, est-ce qu'il y a du chimique, est-ce qu'il y a de l'émotionnel. Les trois sont parfois liés, et dire si c'est une cause chimique, c'est un diabète, c'est une très mauvaise hygiène alimentaire, c'est une toxémie, évidemment on va l'inviter à aller revisiter tu utilises la voix pour traiter. Oui, Après, moi j'utilise la voix. Elle peut aussi avoir une action physique. Moi c'est ma troisième main, ma voix, et je peux pas vivre sans ma main. Le chant est on parlait du chant quand on était chez toi, le chant a un aspect thérapeutique. Mais pas que le chant, la voix oui, en général. Non, mais là, ouais. Mais en non-verbal, ça marche très bien. Bien sûr. Ouais. Ce qu'il faut, c'est du C'est ça non-verbal. aussi. Arrêtez, c'est du non-verbal. Quand tu es là, et t'as jamais remarqué, quand tu traites quelqu'un, et puis tu commences à t'approcher du neutre, de ce que tu veux, d'un point de tranquillité, tu commences à t'approcher de ça, et t'as la personne qui fait... Ou alors qu'il se rappelle d'un truc. Et puis après, qui commence à parler, et puis qui commence à respirer, et tu vois son diaphragme qui bouge différemment, alors que t'étais avant t'étais allé sur son diaphragme, puis que c'était bloqué. Et là, tu vois son diaphragme, tu vois les côtes qui bougent et tout, t'as l'impression de voir d'un voile dans le vent, et puis t'es là, et puis t'as pas besoin de parler. C'est vrai que la parole force parfois le truc. Moi, je parle le moins possible pendant la séance. Je parle pas, je veux dire. Sauf le truc, toi, tu dis par exemple, je sais pas moi, est-ce que vous avez déjà eu un accident de voiture et tout, bon, parce que toi tu sens qu'il y a un whiplash, parce que bon, un whiplash, le truc, béton, ils sont là, bon, t'es là, bon, tu travailles ça, puis au moment où t'es là en train de faire partir le whiplash, de faire partir l'énergie du whiplash, qui est arrivé dans le bas du dos, t'es en train de faire partir ça, et là, ah ben oui, c'est vrai, je me suis fait rentrer dedans il y a 5 ans, etc. Ok, c'est bon. Bon, puis après, toi, tu continues ton truc. Mais t'as rien dit. T'as demandé au départ, parce que tu demandes par l'interrogatoire. Tu dis, bon, est-ce que vous avez un accident de voiture, est-ce que des trucs, machin, est-ce que vous avez fait des grosses chutes quand t'as jamais vu des gens. Bon, tu demandes un peu quand même. Vous avez été des grosses opérations, des grosses maladies, est-ce que vous avez de la chimiothérapie, des trucs. N'importe, tu demandes. Après, c'est peut-être sur la qualité de l'écoute, parce que moi, parfois, j'induis la réponse en posant la question. C'est mauvais, ça. Les questions doivent toujours être complètement ouvertes. Oui, elles sont ouvertes, mais par exemple, moi, quand j'ai pas... Je m'explique un exemple. Je suis sur le ventre du patient, et quand j'ai pas du tout de réponse, généralement, c'est quelque chose de retenu. Et du coup, je vais creuser un petit peu. Tu veux retenu l'information. Ouais, je demande une information, je dis... bon, sinon au travail, ça se passe bien, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, si ça répond, hop, je vais aller dedans, et finalement, alors c'est intéressant parce que moi, j'y associe beaucoup de paroles. Et la prochaine fois... est-ce que je suis ostéopathe? C'est ça la question. C'est ta troisième main. Ouais, c'est ma troisième main. Non, mais la prochaine fois, tu poses la question, la bouche fermée. Ah ouais. Tu verras que ça marchera pareil. L'évitation. Bien sûr, parce que tu t'adresses à qui? Parce que au corps. Mais voilà. c'est le corps qui a reçu l'information. Ouais, mais c'est et qui a intéressant. bloqué l'information. Ouais. Tu comprends? C'est Ouais, ton mais- corps qui a bloqué l'information. Il y a des études qui ont été faites. Donc tu traites que le corps. Mais tu traites que le corps. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas. Je parce crois qu'il y a que- des patients qui sont en demande de ce que tu dis, et je comprends aussi votre approche des deux côtés, mais c'est vrai que Non, moi, je sens qu'il y a des patients qui ont Ils sont en besoin de approche. Ils sont en se demande de libérer, ça. vous voyez, par la parole, un petit peu comme ils vont chez le prêtre à l'époque pour se Oui, confesser, confession. entre guillemets. Ils vont chez le psy, pour, maintenant. pour des choses plus viscérales, des traumatismes, des choses comme ça. Il n'y a pas que le Ou des psychologue qui interrogations. répond à des questions. Non, il est prêtre. Oui, mais je vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire. Mais parce que t'es pas capable. Parce que si jamais t'es pas à un haut niveau de thérapie, qu'est-ce que tu vas répondre? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu balances quelque chose. Mais je suis pas experte en psychothérapie. Est-ce que vous avez pas eu, tu vois, le truc, je vais dire un truc, c'était un peu grotesque, mais tu vas dire, ouais, vous avez pas fait une fausse couche ou un truc, tu vois. Moi, j'ai une copine, un jour, elle est ostéopathe, c'est une de mes associées. À un moment, elle est allée voir un confrère. Oh,
Et puis, et le gars voulait à tout prix qu'elle ait été violée. Ah, mais faut pas en dire. Non, mais attends, le mec bah, il se connaissait un peu quand même. Et le mec, il lui dit, mais... ah ouais, mais je sens que t'as été violée, quoi. Et il dit, non, je n'ai pas été violée. Bon, non. Bon, mais non. Ah, mais et le mec, il a insisté. Mais con, quoi. Enfin bon, c'est un mauvais thérapeute. Voilà. Mais, parce qu'en réalité, il faut vachement se méfier de ce qu'on va balancer, ou de ce qu'on ressent. Tu vois, parce que toi, tu vas ressentir, parce que dans ton référentiel de perception, tu vas avoir un bassin qui correspond à ce que tu as rencontré d'un bassin de personnes qui ont été violées. D'accord? Bon, déjà, il faut déjà y arriver. Hein. Bon, il faut déjà y arriver. Et bon, non, mais on y arrive. Et tu as ça. Et tu vas dire, alors, vous avez été violé quand? Comment? Non, tu parles à son bassin. Tu parles à son bassin. Et tu la fermes. Tu la fermes au maximum. Tu la fermes surtout. Tu parles à son bassin, tac. Puis voilà, bon, tu dis, ouais, ok. Bon. Et tu parles à son être en sentant la violence que c'est, ou peut-être elle a déjà travaillé dessus et c'est pas si violent, enfin c'est moins violent pour elle, c'est peut-être moins violent, elle a peut-être fait un travail dessus et bon, t'as des femmes qui ont été violées ou des hommes qui ont été violés et qui ont réussi à transcender ça, par un travail qui est quand même de longue haleine et qui est un travail que je qualifierais moi de spiritualité et qui ne va pas se faire en une parole, quoi. Je vais dire, hein, bon, il y avait un gars dans le temps, il dit seulement une parole et mon âme sera guérie, bon, ben, il a mal fini, quoi. Et puis bon, il n'y en a eu qu'un, quoi. Hein. Mais bon, voilà. Mais moi, ce que je trouve dommage, tu vois ce que oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est que si bon, tous les ostéos sont pas comme ça, mais s'ils sont censés connecter leur corps à leur esprit, enfin d'être des personnes, je sais pas si c'est le bon mot, mais éveillées. Et la plupart des patients, enfin pas la plupart, mais il y en a beaucoup aussi qui sont complètement dans le mental et qui n'ont pas conscience de ça. Et justement, le fait qu'on ait des connaissances ou des capacités comme ça, c'est également une occasion pour leur initier ça. Pas leur dire c'est ça la solution, mais leur faire part de... J'ai beaucoup de... J'entends ce que tu dis. Parler de ce qu'on connaît. C'est très théorique. C'est théorique parce que, si tu veux, c'est tellement difficile de faire un effort, de vouloir avoir une évolution spirituelle. Moi, que je vais voir Jean-Yves Leloup, là, c'était pour faire l'assise du thérapeute, et il nous a dit, bon, mais tiens, les olives commencent à mûrir, on va aller cueillir les olives ce matin, et on va les méditer, et vous méditez sur chaque olive. D'accord ? Et toute la matinée, depuis 7h du matin, on a ramassé des olives. Et on méditait sur chaque olive. Bon, voilà. Tu vois ? Donc, ce que je veux dire, on ne t'apprend pas ça dans les écoles d'ostéopathie. Et on n'a pas à t'apprendre ça dans les écoles d'ostéopathie. C'est ton cheminement à toi. Et c'est ce qu'on disait. Ce qu'on disait, tu vois, le monde, on ne va pas changer le monde. La seule chose qu'on peut changer, c'est nous. Tu vois ? Le monde, il est ce qu'il est, je veux dire. Tu vois les drames qu'il y a au Moyen-Orient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer, tu vas faire ça. Mais qu'est-ce que ça coûte d'essayer de changer les choses à sa propre échelle? Tu peux pas. Non, tu ne vas pas faire grand-chose. Si, tu vas changer un petit peu. Tu vas changer un petit peu. Oui, mais justement, c'est... En essayant d'aider chaque personne, même si c'est à la grande échelle, ça ne change rien. Si c'est à ta propre échelle, oui. Ça peut te faire aussi changer toi-même et du coup être mieux pour la suite. Oui. Non, mais... La personne que tu vas changer, elle vient te voir parce qu'elle est mal, elle a une souffrance quelque part. Ça peut être une céphalée ou ça peut être n'importe quoi. Je ne sais pas toujours des trucs complètement, qui vont lui changer la vie. Mais quelqu'un qui vient et qui dit je fais mon footing et je peux plus faire mon footing parce que j'ai mal au genou. C'est important pour lui, c'est quelque chose d'important. Donc, il n'y a pas d'échelle dans la demande du patient. Oui, mais pour revenir sur l'émotionnel, par exemple, moi j'ai une patiente
enceinte de son deuxième enfant, deuxième père, 10 ans après. Non, mais elle vient enceinte, elle a quelques douleurs lombaires et surtout elle dit mais c'est terrible, j'ai très mal à mon épaule droite, j'avais eu ça il y a quelques années, c'est terrible, j'avais eu ça il y a 5-6 ans, c'est dur et tout ça. Donc bon, je fais la séance et au moment de l'épaule, mais complètement gelée, comme on a beaucoup de pathologies psychologiques aussi qui se mettent aussi dans des fermetures, des verrouillages, des épaules gelées. Et du coup, là, en mettant juste le mot, du coup, cette épaule, quand est-ce que vous avez eu mal pour la même... En mettant des liens par mes paroles entre son histoire actuelle et son histoire passée, elle a fait le lien entre... quand j'ai eu mal la dernière fois, j'étais en train de me séparer de mon aîné. Ah bah oui, là c'est un nouveau papa. En fait, c'est de la psychothérapie. Je suis pas experte en psychothérapie, je suis pas psychologue. Mais finalement, par ma parole, elle a fait « Oh, mais oui, c'est la même douleur et tout ». Et là, d'un coup, l'émotionnel a lâché, s'est mise à pleurer et elle m'a rappelé plusieurs jours après, elle m'a remercié, elle m'a dit « Je n'ai plus mal à l'épaule ». Oui, mais tu n'aurais rien dit, ça aurait marché pareil. Mais j'ai encore du mal à me dire ça, moi j'ai encore besoin d'aider et d'accompagner. Moi c'est mon chemin et peut-être que Les deux sont possibles. Voilà, en gros le discours c'est ça, c'est les deux sont possibles. Moi je me méfie des mots et des paroles parce que les mots... Mais je pense qu'une anamnèse, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même ultra important. Ah bah non, c'est ce moment-là en fait. Non mais l'anamnèse c'est différent. Mais je suis pas dans l'anamnèse, je suis sur la patiente. Ah t'es sûr là. Voilà, c'est dans le traitement, c'est là où je suis... C'est au moment du traitement qu'il y a eu... Non mais dans une anamnèse, tu peux dire, elle peut te dire j'ai mal à l'épaule, ça fait combien de temps que vous avez mal à l'épaule? Tu dis ça, et déjà elle compte, oui j'ai mal à l'épaule, c'est depuis que j'ai quitté mon mari, on s'est séparés, etc. Les liens se font. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le traitement, si tu es toi dans son épaule et que tu poses la question, et je ne sais pas si vous connaissez Pierre Tricot. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes allé voir Pierre Tricot? Oui. T'as fini ce stage de Pierre Tricot? Je suis en attente. Ah oui, t'es en attente. Ah oui, t'as pas de faute. Bon. Non mais bon, t'as pas de faute. Tu vas être en attente, c'est sûr. C'était pas le bon moment. Non, mais non. Et Pierre, il dialogue tout le temps. Et moi, quand je travaille, je dialogue tout le temps. Quand t'es sur le foie d'un nourrisson, souvent ils ont des problèmes de foie, ils ont le foie, le machin, ça arrive, hein, le foie. Tu mets le doigt dessus, tu dis, bon, maintenant, ton foie, il est un peu gros, toi, puis il bouge pas bien là-dedans, comme ça et tout. Et tu sens le foie, puis tiens, le foie se met là, et puis bon, tu es tranquille, et puis ça y est. Oui, on t'impose pas un raisonnement. Et tu l'expliques à tes stagiaires, ça aussi après chaque... parce que je pense que non mais ce serait très intéressant parce que c'est ça qu'on vient chercher en fait tant que stagiaire, c'est parce que si voir juste les mains posées sans parler, peut-être il y a moins de transmission. C'est juste pour en ostéo, on n'est pas obligé de... Enfin, c'est ce que je me suis toujours dit. On n'est pas obligé d'identifier une cause ou une origine pour qu'il y ait une libération, une transformation, une résolution. Parce que c'est pas à toi c'est au patient. De dire ça, c'est toi, tu vas être sur son épaule, et elle va savoir que son épaule, c'est à cause de son divorce, de sa séparation, de ce que ça a entraîné, etc., etc. Mais toi, tu ne peux pas le savoir. Tu peux savoir. Il y a des gens, t'as plein de gens qui divorcent, et les gens, ça se passe bien, pas bien, peu importe. Non, mais tu ne sais pas ce que ça va être dans la tête, dans le corps, dans le ressenti, dans l'esprit, dans l'âme de la personne. Bon. Ah, hein. Non, t'inquiète. Moi, je voudrais revenir sur... puisque depuis tout à l'heure, on parle quand même sur, on va dire, l'émotionnel dans l'ostéopathie, la part de l'émotionnel dans l'ostéopathie. Et notamment nos chers confrères qui font de l'ostéopathie somato-émotionnelle. Je suis après peu du même avis que André sur la question. Décorréler l'esprit de l'émotion du corps, ça me semble complètement aberrant. Ceci étant, on n'est qu'un ostéopathe, on est des thérapeutes manuels. Ça me semble important de le rappeler. Et donc, en ce sens, on touche les gens à tous les niveaux de l'être, certes, mais au travers du corps. Et à un moment donné, ce qui me semble fondamental, dans l'ostéopathie en tout cas, moi, dans mon principe thérapeutique, c'est l'autonomisation du patient. Ça passe par l'autonomisation du patient et donc par la compréhension de son ressenti corporel propre. Donc, de ce qu'il ressent lui. De ce que lui ressent, moi je m'en fiche de ce que je ressens, c'est pas pour moi. On n'est pas là pour moi dans la séance d'ostéopathie, on est là pour la personne. On n'est pas là pour essayer de mentaliser qu'est-ce qui serait pertinent, quelle chaîne lésionnelle mécanique et ainsi de suite. Ça, c'est pour la curiosité du thérapeute, mais à distance de la consultation. Parce que pendant la consultation, si on est fidèle à ce que l'on fait, on n'a pas le temps de faire ça.
Enfin, on n'a pas le temps de mentaliser, de se dire ah oui, alors là il y a machin. Non, c'est une question de On n'est plus en ressenti. présence. Ça, On n'est plus en présence. C'est une question de soit on suit le discours qui est porté par le corps, et là où je rejoins André, c'est que du coup il n'y a pas forcément besoin de la verbalisation. La verbalisation, c'est une façon qu'a notre mental de parce que nous protéger, c'est ce de qu'il se dit. mettre dans un certain confort en se rassurant. Mais la problématique de ça, c'est que tu donnes la possibilité à ton patient de créer un échappement. Et qui est déjà trop dans le mental, de remettre Que encore lui, du il est dans mental. le mental, et que donc du coup, quand tu vas parler, Tu remets la machine en route. C'est ça. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'aller directement de son épaule à ses émotions profondes. D'accord. Bon, bah après. enfin, Ouais, ça veut c'est pas dire intéressant. qu'on ne peut pas verbaliser les choses, moi ça m'arrive. Bah, Quand on demande à mes patients, c'est pas Ça la... peut être juste un outil peut-être. Oui, c'est ça. Non, mais- mais moi, non, mais c'est pas c'est- systématique. Non mais c'est ce qu'elle dit, c'est un outil, mais c'est respectable. Mais Ouais. moi je te dis, essaye, la prochaine fois, tu as envie de poser la question, tu la poses la bouche fermée. Et tu vas voir que l'épaule, elle va te répondre. C'est ça. Oui. Ouais, mais peut-être que par manque d'expérience, moi je vois, je suis un petit peu comme ça, mais je vous rejoins tout ça, parce que je parle pas trop aux patients quand je suis avec lui sur la table, soit pour échanger sur des banalités parfois, mais comment dirais-je, je sens que certains ont vraiment besoin d'exprimer des choses. Donc bon, après j'ai un peu cette sensibilité au niveau de la psychologie parce que ma compagne est psychologue, que j'ai côtoyé des psychologues et que je suis assez que j'ai cette sensibilité là de par aussi mon vécu et je sens qu'il y en a et je pense que j'ai aussi une patientèle qui ressemble un peu à ce profil là et je pense qu'on amène aussi certains patients. C'est ça. C'est complètement différent. Oui, c'est ce que je veux C'est dire. la personne qui te dit quelque chose et que toi tu lui as rien demandé et qu'elle te le dit. Là, ça c'est marche. ça. Là, ça me rappelle l'ananas, un patient que je connais très bien, c'est mon voisin. Mais tu lui as rien demandé. Je lui ai rien demandé, enfin l'ananas, et il m'a dit tiens j'ai une sciatique, tout ça. Et je dis d'accord, et je lui ai dit tu vois un facteur déclenchant, mais je sais pas, il m'a dit tu penses que le fait que mon collègue se soit défenestré, ça peut avoir un lien? Je le regarde, je dis je pense que tu as la réponse dans ta question. Et voilà, enfin. C'est eux qui font du lien, oui. Tu vois, mais après par contre, mais c'est quelqu'un qui peut se mettre à pleurer quand vous êtes sur la table avec lui à la fin de la consultation ou parce que voilà. Et après je vais pas échanger sur voilà. On n'échange pas. Je veux dire, en réalité, t'es pas là pour ça, quoi. Je veux dire, comme tu disais, mais tu as beau avoir de la bonne volonté, t'es pas formé parce que tu peux donner une mauvaise parole ou quelque chose qui va être perçu comme mauvais. Et là, tu vas faire du mal. Même avec une bonne intention. Même des fois, même surtout avec une bonne intention. Tu vois, C'est différent. tu vois, je veux dire, mais... Et en plus, le sommeil automationnel, c'est pas automatiquement de pleurer. Ça peut être simplement, les gens, les personnes sont là, boum. Et là, ils ont pris conscience d'un tas de trucs, et ils vont pas pleurer. Ils vont pas pleurer, je veux dire, pourquoi tout le monde n'est pas obligé de pleurer, je veux dire. Mais il faudrait éduquer notre langue autant que nos mains, si on veut faire ça bien. Ouais, enfin oui, mais après ça devient trop compliqué. Enfin, Mais du coup, pour moi, l'ostéopathe n'est pas que des mains. C'est ça que moi, je me différencie. Tu vois. Je considère que mon ostéopathie, qui est très individuelle, comme tous les ostéopathes, bien sûr. j'utilise beaucoup ma voix, les mots. Et c'est pour ça que je me suis formée aussi beaucoup sur ça. Elisa Boileau chante. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de formations avec Elisa Boileau. Elisa Boileau chante. Bah, c'est surtout avec ces stages. Merveilleusement bien, Mais c'est grâce à ces stages, entre autres, que j'ai beaucoup fait évoluer ma pratique parce que je chante même à. Ouais, j'ai connu ça. Non, mais Il y a du sacré dans les chansons. J'ai connu des gens chansons. qui chantaient, ça. Bon, je suis pas sensible à ça, hein, ça m'a rien fait. Quoi. Parce que j'étais une fille, je ne vais pas raconter ma vie, mais bon, j'ai été veuf, etc. Enfin, bon, et bon, j'étais quand même pas très bien. Donc j'étais allé voir quelqu'un qui parlait, qui chantait, etc. Et tout. Et à la fin, elle ne comprenait pas que je ne pleure pas. Je lui ai dit, tu sais, je pleure, mais quand je pleure, je suis tout seul. Voilà. Donc, mais ça se respecte aussi. C'est la vérité de chacun. Quand je pleure, c'est parce que je suis devant ma télé le soir et je regarde Dans la télé, je pleure. l'intimité. Bon, voilà, mais je vais dire, tu vois ce que je veux dire, c'est que les somato émotionnels, c'est pas toujours les grandes eaux, etc. Je dis, ah bon. Mais grâce à ça, tu lui as dit quoi. Je lui ai dit, mais parce que je sais pas si ça lui a fait quelque chose. C'est un peu le même biais qu'en ostéopathie ou autre. On cherche à provoquer une réaction chez l'autre.
Comme pour se dire, ah ben tiens, on a fait quelque chose. Ouais, ça c'est Ouais, intéressant. C'est un biais qu'il faut éviter. Ça, c'est très intéressant comme remarque. C'est exactement ça. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est un manque d'humilité. Ou comme le craquement pour dire ah tiens c'est Bien passé. sûr, d'humilité. Vous avez vu, c'est passé. Non, c'est un manque d'humilité. Non mais vous avez entendu, la vertèbre, elle a pris claque. Hein. C'est ça. Je vous ai dit. C'est un manque d'humilité. Vous aviez le bassin déplaqué. Faut pas- Non, je crois que- Encore une fois, et pour répondre, toi qui va te lancer là-dedans, le plus important, ce que tu as à faire, c'est de faire, de te changer toi, de devenir un thérapeute. Et devenir un thérapeute, c'est pas simplement en apprenant des trucs et des machins. Il faut apprendre, hein. Il faut apprendre l'anatomie, il faut apprendre tout ça. En plus, c'est passionnant. Mais c'est pas ça qui va te faire changer. C'est pas ça qui va te faire changer. Tu vois, par exemple, si pendant l'été, tu peux aller faire le brancardier ou tu peux aller faire le aide-soignant et vider les pots de chambre des gens, etc., qui souffrent dans les hôpitaux, ça va te faire avancer. Comment ? Ça va te faire avancer. Moi, j'ai fait des stages d'aide-soignant et je peux dire, là, t'es humble après, quoi. Je veux dire, parce que les gens, tu vois ce qu'ils ont, et la souffrance qu'ils ont, etc., voilà. C'est important, c'est de faire un travail D'humilité. sur soi. Oui. L'humilité. C'est un travail d'humilité. Les thérapeutes, c'est être humble, c'est tout. Je veux dire, tout le monde a fréquenté des médecins qui étaient imbus d'eux-mêmes, etc. Ben c'est infernal, quoi. Je veux dire, t'as qu'une envie, c'est de te barrer, quoi. Je veux dire, tu dis, putain, je ne vais pas confier ma peau à un mec comme ça, quoi. Je veux dire, bon. T'as pas la confiance. Ah non, c'est ça. Alors que t'as des gens humbles qui sont là, tu sens que... Et dès que tu es humble, automatiquement, les autres le sentent. Ils sentent que tu viens pas là pour montrer que tu es le meilleur ostéopathe de la rue des Farines, chez les Farines. Bon, C'est bien, on est seul. comment ? C'est bien, on est seul dans cette vie. Donc on est forcément les meilleurs. Ouais, mais voilà, je veux dire, c'est vraiment ça, ce travail, c'est ce que tu disais, je ne sais plus qui disait ça, mais ça s'apprend, mais ça met du temps. Ça met du temps, on met du temps à se changer parce qu'on a tout notre fatras qu'on nous a appris dans notre éducation, dans notre vie, etc. et tout, et qui n'est pas plus mal qu'autre chose. Hein, on vit comme ça, parce que voilà, hein, on vit au XXe, XXIe siècle, bon, etc. On apprend tout ça. Mais il faut retirer tout ça. Hein. Et quand tu vois que le Dalai Lama, je veux dire, je reviens à lui, il fait encore la méditation pendant 1 heure par jour, bon, tu te dis, putain, il doit être arrivé à un certain niveau, et ben non, il continue à faire ça. Ça Hein. veut dire. Bon, on va terminer sur cette première séquence. Merci beaucoup, André. Merci De rien, ce partage. avec plaisir. Et, on vous invite tous à prendre un petit remontant. André, je crois que tu dois prendre la route, c'est ça ? Ouais, je peux encore rester une demi-heure. Ouais, c'est bon. On va un peu quand même. Ah, bon, peut-être dessus. Mais bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.